Chères auditrices et auditeurs, sachez que l'émission que vous apprêtez à écouter évoque les personnages, les thèmes et les situations du film annoncé, de la première à la dernière minute. Par conséquent, ce podcast est intégralement constitué de spoils. Si vous n'avez pas encore vu le film et que cela vous intéresse, faites-le avant de nous écouter. Cet avertissement fait, nous vous souhaitons une délicieuse écoute. Oh, 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 oh. Salut tout le monde et bienvenue dans Ce film est trop petit pour nous deux, aujourd'hui consacré à Die Hard 1, autrement appelé Piège de cristal, de John McTiernan, sorti en 1988. On va en parler en long, en large et de traviole sur notre joli traîneau pendant un peu plus d'une heure, parce qu'une chose est sûre, ce film est trop petit pour nous deux. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Salut à tous, salut tout le monde, c'est encore le Père Noël. Oh, je suis content de vous retrouver. Et ça me fait très plaisir qu'on parle de Die Hard ce soir. Salut les copains, salut Bertrand, comment vas-tu? Non, va falloir y aller là. Non, en vrai, va falloir y aller. Non, en fait, je plaisante, c'était pas le Père Noël, c'était Thibaut depuis Oh le début. mince, je ne t'avais pas reconnu. Ouais, je sais. Comment ça va, Bertrand? Bah ça va très bien et toi? Oh, ça va au mieux, je suis content de vous Bah retrouver. Oui. Il fait froid, c'est faux. C'est Noël. Ouais, oui, quand même, mais il fait pas froid. Non, je suis très content de vous retrouver. Thomas, comment ça va? Ça va très bien, Père Fouras. Oh, mon premier est un film génial. D'ailleurs, tiens, ma question. Bon, vous avez entendu, aujourd'hui on va parler de Die Hard, premier du nom, donc Piège de cristal. Réécoutez l'intro pour avoir les infos. Les gars, j'ai envie juste de commencer. Die Hard, c'est quoi pour vous? C'est comment? Vous aimez ou pas? C'est génial, c'est énorme. Meilleur film. Oh, franchement, super. Au top. Bah super. Au mois prochain tout le monde. Salut, Bye. salut. Allez. Bonne journée, au revoir. Joyeux Noël. Ciao. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Allez, on dit qu'on mentait, c'était vraiment une blague. Allez, du coup, donc Pardon, excusez-moi. Pardon, on reprend du coup? Parce que j'ai parti moi. J'ai ma BX qui est mal garée en plus, donc... Merde, Bertrand, il est revenu. Bon, bah, oui, je reste. ça Non, toi, bon. fais comme chez moi. Je t'en supplie, fais comme chez moi. Bon. Ok. Plus sérieusement, on va parler donc aujourd'hui de Piège de cristal, film donc sorti en 1988, réalisé par John McTiernan, un grand nom du... Oui, voilà. On aura l'occasion, je pense, j'espère, de parler des petites affaires qu'il y a eu autour de lui, ça pourrait être marrant. De toute façon, le film, voilà, on l'a dit, il tue, il est génial, etc. Bon, voilà, c'est bon. Allez, on a fait le tour. Donc voilà, moi c'est un film, j'ai envie de vous poser la question qu'on ne se pose pas assez dans la vie. C'est quoi votre rapport à Die Hard, à Piège de cristal? Bertrand, tiens, vas-y. Je ne répondrai pas à cette question. J'attendrai mon avocat. Et regarde derrière toi. Ah merde! C'était Pipou. Salut Jean-Marc. Non, génial. Ça bien, fait ouais. partie de ces films qui étaient dans les cassettes vidéo chez mes parents, que je ressortais très très régulièrement et que je regardais très très régulièrement. Mais après, je l'ai pas regardé pendant très très longtemps. Ça a été l'occasion de le revoir. Je pense que ça devait faire 20 ans que je l'avais pas vu. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, Ok. je pense. Alors que t'as 17 ans. Voilà. Comment ça se fait qu'il y a eu ces longues années sans le mater? Parce que un certain rejet des années 80. Mais on va en parler plus tard. Ah, avec grand plaisir. Et toi, Thomas, du coup? Moi, je n'ai jamais eu de rapport avec Die Hard, déjà. Je tiens à préciser que je ne connais pas cette personne. Tu n'es pas mordure, du coup. Et pour toute personne qui m'aurait vu en Californie à une certaine époque, ça n'était pas moi, voilà. Et non, écoute, moi, mon rapport à Die Hard, c'est simple. Contrairement à Bertrand, moi, vous me connaissez, j'ai un amour immodéré des films des années 80. Et je pense que c'en est un des héros, j'ai envie de dire, à ULT. Voilà, c'est Die Hard, quoi. Il n'y a rien de plus à dire. C'est Bruce Willis
Willis dans toute sa beauté. C'est John McTiernan qui est un réalisateur de génie, qui a bien mal fini, enfin en tout cas synesthétiquement parlant. Cinématographiquement parlant. Non, synesthétiquement parlant. Il a voilà. Synesthésiquement parlant. Peut-être aussi. Et non, voilà. Après, voilà, c'est Die Hard, quoi. Qu'est-ce que je fais partie de ceux qui adorent le 2. Par contre, je sais pas si on va y revenir, mais voilà. Mais voilà. Mais par contre, c'est dommage qu'ils en aient fait que 3,5. Ils auraient peut-être pu en faire. C'est vrai. On aurait peut-être apprécié le voir. C'est bizarre qu'ils soient arrêtés au 3 quand même. C'est vrai. Ouais. Non, j'ai vu, ils ont fait un téléfilm. Le 4, mais c'est un téléfim, et après ils ont arrêté pas. Là, ils ont rien fait d'autre. Voilà. Non, je crois qu'ils ont fait un 5e en série web. Ah, peut-être, oui. C'est pas impossible, mais c'était un truc, une campagne Kickstarter, et ils ont eu 7 €, je crois. C'était Die Hard Noob. C'est ça. Un crossover. Tout à fait. Non, ça s'appelait Diesoft. Il paraît que ça perd pas d'aspiration. Je vais vraiment retirer cette blague à tout jamais. Merci infiniment. Je vous propose qu'on commence directement à rentrer dans le lard du film en parlant de cette petite intro qui se passe dans un avion. On explique le contexte rapidement. Dans un avion. Donc John McClane, on y voit donc John McClane, on sait pas encore qui s'appelle comme ça, Bruce Willis, incroyablement beau, jeune comme l'amour, frais comme tous les gardons du ciel, il y en a peu. Et voilà, et on le voit donc en train de prendre l'avion. Vous l'avez senti comment ? Détendu, plutôt relax, plutôt glace max ou une autre ambiance ? Alors j'ai surtout senti la beauté de ce film est basée uniquement sur des règles de cinéma qui à l'époque n'étaient pas encore trop péculées, mais là voilà. Mais la première réplique est littéralement un fusil de Tchekhov. Et je pense que rapidement, on en a 6 ou 7 au cours des 20 premières répliques qui sont des fusils de Tchekhov. Entre le briquet, la première en fait, puisque en gros, il lui dit qu'il a mal aux pieds et il lui dit le mieux c'est que vous fassiez corps avec vos orteils en enlevant vos chaussures. Voilà. C'est donc la. Ah non, parce que ça, il lui dit par rapport à sa peur de l'avion et tout ça. Et en fait, il lui dit, il faut faire le point avec le pied. Voilà. Et quand vous rentrez chez vous, du coup, dès que vous arrivez, vous enlevez vos chaussures et voilà. Donc la première réplique est littéralement un c'est vrai, c'est complètement truc vrai du film. Voilà. Et il y en a 2-3. J'ai pas tout noté parce que j'ai eu la flemme et puis en plus, je sais pas écrire. Bien sûr. Mais mais sinon, voilà. C'est du coup, je dois tout retenir de tête et c'est hyper chaud, quoi. Ah bah, tu m'étonnes. Et tes dessins sont nuls. En plus, je sais pas dessiner. Vous savez, je suis du genre à faire le soleil dans le coin de la feuille, là. J'en suis encore là. À mon âge, c'est une tristesse absolue. Je suis tellement pareil, c'est insupportable. Bertrand, un avis sur cette petite scène d'intro ? Alors, c'est là que je vais glisser mon petit truc qui va sûrement vous décevoir. J'ai lancé le film, la première réplique du coup du mec qui lui dit qu'il faut faire le point sur son pied, sa manière de parler, la manière de filmer, je me suis dit waouh, en fait c'est les années 80, ça pue la merde. Et comme j'ai lancé en français, je me suis dit ah ouais non mais ça doit être la traduction française qui est dégueulasse. Je suis passé en anglais et dis donc mais il dit exactement la même chose. Quel enfer. Quel enfer. Bah oui, mais il y a un endroit où tu t'es pas trompé, si je peux me permettre, c'est un film des années 80. Oui, c'est vrai. Là-dessus, vraiment, c'est factuellement. Et je ne sais pas si Iñárritu a participé au scénario, mais on a l'impression que tous les habitants de Los Angeles, excepté donc Powell et Argyle, sont des connards. Ah, oui. Ouais, c'est tu vrai. regardes dans le film, on dirait que tout le monde s'acharne. Tu sais, ce fameux truc d'il passe une journée de merde, mais tout le monde s'acharne à lui maintenir la tête sous la merde, du coup. Je me permets de préciser que pour bien comprendre cette allusion, il va falloir qu'on parle un jour de Iñárritu. Oui. Il faudra y venir, mais Bon, je pense qu'à un moment on va l'aborder, peut-être, je sais c'est pas. possible. On verra. C'est peut-être pas obligé, je sais pas. Non, c'est pas nécessaire, peut-être pour toi, pour ta santé mentale. Moi, perso, j'ai envie de faire une petite première digression sur... alors, vous le savez peut-être, je suis un aspirant scénariste dans ma vie. Et du coup, il m'a déjà été donné de me rendre compte que l'une des grandes difficultés dans l'écriture d'un scénar, c'est les scènes d'exposition, à savoir ce qui va permettre de présenter un personnage et de les caractériser, comme on dit, à savoir définir leur caractère et montrer au spectateur directement, avec le moins de mots possible, à qui ils ont affaire et qu'est-ce qui va faire qu'on va s'y attacher. C'est quelque chose de très difficile, parce qu'il faut vraiment savoir être synthétique, savoir exactement où on va avec nos personnages, etc. C'est un truc qui peut me poser problème déjà. Et il se trouve que là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on a un peu un cas d'école de la scène d'exposition, où ça te présente tout un personnage en 2 minutes à peu près. 2 minutes de film.
Et voilà, le mec a peur en avion, donc c'est, tu vois, c'est pas non plus un Rock invincible. Il a son flingue, ok, on capte qu'il y a un truc, il explique directement, non mais vous inquiétez pas, j'ai un permis, je suis flic. Très bien, il y a ces échanges de regard avec l'hôtesse. On est loin du 11 septembre, j'aime beaucoup cette scène où le mec il a le clopo et le flingue dans l'avion, tu sais, tu dis ah cette scène aujourd'hui j'y croirais pas. Non, c'est ça. Elle me paraît très chelou. C'est ça, c'est très témoin d'une époque. Il enchaîne avec un regard à une hôtesse, une petite œillade, mais lui a l'air complètement déconnecté de ça. C'est-à-dire que tu sens que c'est un gars... Avec les meufs, il y aura aucun problème, mais ça l'intéresse pas du tout. Il est loin de tout ça. Et ça passe juste dans un échange de regards que j'ai trouvé très très fort. C'est une remarque que je me suis fait plusieurs fois dans le film parce qu'il y a un petit running gag où t'as Bruce Willis qui passe devant une affiche avec une fille, une fille assez plantureuse en maillot de bain. Oui, c'est ça. Et franchement, tu te dis c'est pas de son époque parce que normalement t'aurais eu des regards franchement dégueulasses. Oui, et en ça. fait non, c'est juste mignon. Voilà. J'ai trouvé ça très classe. Mais exactement. Et j'aime bien que il y a aucun élément du personnage qui tourne autour d'un quelconque aspect libidineux. C'est vrai que c'est assez cool en fait, parce que c'est là, ok, on va pas perdre de temps avec ça. Ça va être cool. Ça va être très très bien. Ouais, parce qu'en plus là pour le coup, alors sans spoiler ce qui va se passer après, parce que je pense que personne n'a vu ce film, mais comme tu dis, ce qu'il y a, c'est qu'il y a ce côté, il a pas de, contrairement à beaucoup de films des années 80 où il rencontre une nana et 5 secondes après il y a une scène de sexe. Là pour le coup, en fait, son seul et unique love interest, c'est d'essayer de retrouver sa femme, et pour le coup, sa femme qui est à peu près autant un caractère de cochon que lui. C'est un personnage qui reste fort tout au long du film, et j'aime bien cette idée que pour une fois dans les années 80, sa femme en tout cas a un vrai rôle à jouer. Ouais, pour le coup, et c'est un vrai personnage fort, et elle n'est pas écrite comme un personnage de femme, ce qui peut paraître compliqué à dire, mais je m'explique, en fait, elle n'est pas du tout définie par son genre. Il n'y a pas un moment où en fait le fait qu'elle soit une femme va la définir, et rien que ça, c'est vrai que c'était déjà très audacieux et très 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 agréable pour l'époque. Peut-être qu'une femme aurait un autre avis sur ça, et ce serait peut-être cool qu'on invite un moment des personnes d'ordre féminine pour avoir des avis autres que les nôtres sur les films. C'est vrai. Bertrand, je crois que tu voulais ajouter un truc par rapport à ça. On y reviendra plus tard parce que je me rappelle D'accord. que dans ton conducteur il y a un truc qui peut lancer la remarque que j'allais faire. Ok. Moi je voulais juste dire que je pense que le personnage est fort aussi parce qu'elle a une veste avec les épaulettes de Vegeta. Donc forcément, clairement ça joue. En même temps, je crois que, tu sais, elle est un peu fatiguée au début. Je crois qu'elle sort de la salle du temps. Hein. Oui, c'est peut-être de 8 ça. semaines d'entraînement. C'est ça. Ça l'a un peu abîmée en termes de forme physique. Donc non, gros respect pour elle. Oui, tout à fait. Et du coup, sans attendre, le film va nous présenter directement ce qu'on va appeler l'arène, donc c'est-à-dire le lieu où va se passer le film, parce que c'est une espèce de huis clos à l'échelle d'un building. Bien, prononcer ce mot-là comme ça. Donc on va nous présenter l'arène et tous les protagonistes en 5 minutes à peu près. Donc on a Holly Gennaro au début du film, donc l'ex-femme la femme, on sait pas trop. Futur ex. Voilà, c'est ça. de John McClane. Est-ce que quelqu'un a le nom des comédiens ou pas? C'est Bonnie Bedelia qui incarne Holly Gennaro. Wow, et okay. Voilà, après je ne sais pas les autres, je pense que il y en a un autre un peu connu qui arrive derrière. C'est Rogue qui a pété les plombs. Rogue qui fait une prise d'otage. Ok les moldus. Ensuite, on a Monsieur Takagi qui semble être un peu le grand big boss de l'endroit, qui a l'air d'être un mec extrêmement posé et très très agréable. J'aime beaucoup la caractérisation de son perso. Il y a Ellis, le sac à merde d'école de commerce. On l'adore celui-là. Ouais. Quel sac à merde. C'est une horreur. Ouais. Et on a directement Argyle, donc qui est le chauffeur attitré envoyé par Monsieur Takagi pour aller chercher John et le ramener directement à l'hôtel. Enfin à l'hôtel, à l'immeuble. L'immeuble qui fait une espèce de une soirée spéciale de Noël. Ça c'est une soirée d'entreprise. Voilà, exactement. Il y a du blé quand même. Oui, la soirée, il y a de la caillasse. C'est pas de la merde. Voilà. Et du coup, voilà. Et cette soirée de Noël qui justifie qu'on choisit cet épisode pour fêter Noël tous ensemble. Mais déjà parce que Die Hard est le plus grand film de Noël de tous les temps, est sorti au mois de juillet. Là-dessus, je ne veux aucun débat. Avec Gremlins juste derrière. C'est ça. Oui, c'est vrai. Entièrement d'accord. Bon voilà. Et du coup, toute cette petite ménagerie nous est présentée immédiatement. À chaque fois qu'on les voit apparaître à l'écran, on sait exactement où vont aller ces personnages. Même si parfois on aura du coup des surprises dans l'évolution, vaguement, ce genre de choses. Mais en tout cas, tout est présenté en un plan chrono, et ça, c'est de l'orfèvrerie d'écriture. Ah, complètement. Je suis très très fan de ça. Après, c'est facile quand on est John McTiernan aussi. Oui, Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui qui a écrit le film. Oui, mais c'est Non, c'est deux scénaristes et ils ont pas une carrière géniale. Oh, il y a Steven de Souza quand même. Ouais, c'est ça, ce que j'allais dire. Qui a réalisé Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme, mais il a écrit pas mal de films quand même.
Oui, non, c'est pas un peintre non plus. Non, et puis il y a quand même du Joel Silver. Enfin, c'est quand même pas non plus un film qui est sorti de nulle Non, part. il y a du monde. Voilà. Non, il y a du monde. Ça réunissait pas mal de monde de C'est l'époque. pas un accident le film. Non. C'est pas un accident. Et oui, et juste la deuxième passage d'horreur pour moi d'explosion des années 80, c'était la femme de John McClane dont je me rappelais comme une femme absolument magnifique. Et quand tu la vois avec son énorme choucroute, j'ai fait une crise d'angoisse. Je me suis jeté sous mon canapé et je me suis dit peut-être que je vais passer un mauvais moment, mais ça a duré 3 minutes, je suis rentré dans le film et c'est quand même un des plus grands films que j'ai jamais vu en fait. Tout Non, simplement. mais voilà, il faut quand même peut-être préciser pour comprendre ça à nos auditeurs et auditrices que tu as une aversion phobique pour les coiffures un peu polymorphes. Oui, donc, les cheveux crêpés. Exactement. Précisément. Exactement. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse un autre épisode sur ces cheveux qui me font peur. En fait, Vraiment, il a peur de tous les cheveux qui utilisent une coiffure, qui utilisent le champ lexical de la pâtisserie. Ça le bon. Donc crêpé, gaufré, tout ça. Bah bon. Et puis dès qu'on voit que ces cheveux peuvent prendre une vie à part de la personne qui les porte, Tout à fait. ça me fait peur. Je tremble, je transpire, Et- je peux mordre les gens qui sont à côté de moi. C'est terrible. Et on ne te jette pas la pierre. Non, certainement pas. On est avec toi et certainement pas contre toi. Entendu? Merci. Bien. mes Ici, tu es dans une safe zone. Tu peux tout nous dire. Tu peux y aller. On va débrancher les micros, on va s'installer. Tu vas nous parler. J'ai peur de Holly. J'ai peur de Holly. J'ai peur de. J'ai peur. Quand je ferme les yeux, je vois ces bouclettes. Mais tu sais, je pense que c'est peut-être ces cheveux qui ont plus peur de toi que tu n'as peur d'eux. Tu n'as rien à craindre. Ah, sac à merde. Bon, allez, on enchaîne avec le film qui prend donc le temps, effectivement, d'installer le décor. Comme je le disais, il va pas directement tout à fait droit au but. On laisse John arriver, on le laisse parcourir le hall d'entrée. Tout ce qu'on nous montre, en fait, pareil, ce n'est que du fusil de Tchekhov. Tu le soulignais, Thomas. Tous les lieux qui sont filmés vont avoir une importance. Il y a une emphase sur le garde à l'entrée, tout ça. Enfin bref. Oui, même quand il parle avec Takagi, Oui. quand il lui dit c'est donc ça, la tour, il dit oui, elle fait tant d'étages. D'ailleurs, le 30e étage est actuellement en travaux. En fait, il est en train Voilà. littéralement de réciter la fiche technique du film. Et j'aime beaucoup, en fait. C'est-à-dire, en gros, effectivement, comme tu dis, toute cette scène, en gros, de l'arrivée de l'aéroport jusqu'à ce qu'il arrive donc dans la chambre d'hôtel, Ouais. toute cette scène d'exposition en utilisant très peu de dialogue arrive à t'expliquer tout ce qui va se passer dans le film. Et du coup, voilà, je trouve, comme tu dis, que d'un point de vue scène d'exposition, c'est du chef-d'œuvre parce que tu sais exactement non, mais c'est ça. vers où tu vas. Le film n'essaye pas de te la faire à l'envers. Ça n'empêche pas d'être surprenant par moment, mais Oui, non, bien sûr. mais le film est incroyablement et comme tu dis rapidement mis en scène et surtout permet vite de s'attacher au personnage, excepté C'est au ça. personnage de Ellis qui espérons croisant les doigts va rapidement décéder. On espère, on s'y accroche. Mais pareil, en fait, il y a un moment au début où le film est bavard, mais c'est volontaire en fait. C'est la scène justement où John est dans la limousine avec Argyle. Déjà, ça montre un truc sur la simplicité du gars et sa déconnexion totale avec ce monde-là. Le mec s'assoit à l'avant. Il est dans une limousine, il s'assoit à l'avant avec le gars. Je trouve ça très très drôle. Et Argyle passe son temps à déblatérer. Mais c'est là que le film est intelligent dans son écriture, c'est qu'il ne parle pas pour dire des trucs, il parle pour dire moi je suis le gars un peu fou, je vais jamais m'arrêter de parler. Le mec c'est un tchatcheur incroyable et à côté t'as John le taiseux qui va lui sortir, qui va discuter avec lui, il va rentrer dans son jeu et là tu te dis ok, le mec a l'air cynique, il a l'air de se faire chier, mais il n'est pas désagréable. Oui, Il va accorder autant d'importance à ce gars-là qui a l'air d'être vraiment relou qu'à n'importe qui et il va jamais le prendre de haut, il va jamais se désintéresser de son propos, tout ça. Et c'est un autre détail que je trouve extrêmement agréable, c'est que ce personnage-là, on va pas se mentir, normalement dans un film de cette époque-là et même encore de nos jours, ça serait un comic relief Ouais. insupportable qu'on aurait vu d'un bout à l'autre. C'est Rob Schneider. Mais il est juste drôle quelques secondes. Il a des petites apparitions qui sont assez rigolotes. oui, ça reste mais un il comic relief, mais léger, quoi. Voilà. Mais il va pas envahir le film, Ouais. comme c'est souvent le cas. Ouais, parce que là, en plus, comme tu dis, le film serait fait de manière bourrin. Déjà, il serait avec lui tout du long. Et il serait juste là, Voilà. tu sais, pour faire des blagues. Genre, il se prend une balle, mais ça n'empêche pas d'envoyer une petite galéjade, voilà. Et là, au final, on le voit, on l'aperçoit tout au long du film quasiment. Mais en gros, c'est juste pour se rendre compte que le mec est tellement à la one again que, en fait, il se rend même pas compte de tout ce qui se passe au-dessus de lui. Mais c'est juste ça, en gros. Et puis finalement, il sert un peu à quelque chose à la fin. Donc, non, Exactement. c'est effectivement, j'aime ces personnages inutiles, mais qui ont quand même du sens. Voilà, ils sont inutiles mais bien faits, quoi. Et ça c'est assez fort. Petit point mise en scène.
scène, réalisation, pour l'arrivée donc de John dans l'hôtel, je parlais de ces plans qui servent à montrer un peu les lieux qui seront importants plus tard. Il y a aussi un truc dans cette mise en scène qui le montre un peu comme une espèce de gladiateur qui rentre dans la fosse au lion, dans l'arène, quoi. C'est-à-dire qu'il est filmé en contre-plongée avec un travelling arrière qui le suit en train d'avancer dans les couloirs. Je pense que dans Gladiator, il y a à peu près les mêmes plans quand Russell Crowe entre dans l'arène, littéralement. Et du coup, il y a ce truc de putain, on sent que là, il est en train de mettre les pieds dans un endroit où s'il en ressort, ce sera pas joli quand même. Et j'aime beaucoup ce truc il y a directement presque une tension dans ce truc là, quoi. Alors juste, je peux me permettre, je balance la petite anecdote. Ah, je t'en supplie, j'adore ça. Vous la connaissez pas, mais il est important de le noter parce que moi j'adore cette anecdote. La tour Nakatomi qu'on voit dans le film n'existe pas en vrai. En fait, ce sont les bureaux de la Fox de l'époque. En gros, il a fallu une tour pour filmer. Les mecs se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la nôtre, ça coûtera moins cher. Donc, ils ont juste fait un logo. Et en gros, toutes les plans où on voit la tour, c'est uniquement ils filment la tour de la Fox, qui ne s'appelait pas du tout comme ça à l'époque. Et si vous allez à l'heure actuelle, j'avais cherché. Si vous allez sur Google Maps et que vous la cherchez, vous pouvez la retrouver. Elle est toujours là. Elle est à Los Angeles. Voilà. Classe. Et ce qui est de rigolo, c'est qu'elle était en travaux à cette époque-là. Oui. Elle n'était pas encore finie. Tout à fait. Donc toutes les scènes qui sont tournées dans des pièces pas finies, c'est vraiment pas Elle fini. était vraiment en travaux. Ouais. Ah, j'adore, gratifiez-moi, c'est comme des petits cadeaux de Noël. Est-ce que vous en voulez une autre? Alors j'en ai une autre. Oui. Est-ce que vous saviez qui devait incarner John McClane à la base de la base de la base, qui était le premier acteur pressenti obligatoirement, même j'ai envie de dire, pour jouer John McClane, bien avant Bruce Willis? Et je vais donner un petit indice. Oui. Vas-y. Fly Me to the Moon. Je suis. Sinatra. Oh là 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 là. Oh là là. Mais c'est fou. Mais c'est... Sans déconner. Mais il était beaucoup trop vieux. Ouais, il avait 73 ans quand ils ont commencé la mise en route. Alors, à savoir qu'en gros, c'était une clause des producteurs qui étaient en fait dans l'obligation de lui proposer en priorité. Donc le rôle, à la base, c'est basé sur un roman, on le voit marqué au début, de Roderick Thorpe. En gros, comme Sinatra avait joué dans un autre de ses films, en gros, il y avait une condition dans le contrat qui faisait que s'ils adaptaient autre chose, c'était lui qui devait avoir le rôle. Donc, ils lui ont proposé. Forcément, il a décliné. Donc après, ils l'ont proposé à l'intégralité des acteurs de l'époque qui ont tous décliné. À savoir, donc il y a Schwarzy, Stallone, enfin tous les acteurs d'action il y avait des pas années Mel 80. Gibson et Nicolas Cage aussi. Si. Nicolas Cage, je ne sais pas. Non, ok. Non, il me je pense semblait qu'il était y avait trop ça. jeune. Mais non, ouais, peut-être, oui. Et en gros, donc ils ont fini par le proposer à Bruce Willis, qui lui en fait avait fait, je crois déjà Bruno, ou The Story of Bruno, qui est un documentaire, et à l'époque il était très connu pour faire Clair de Lune. Et donc la série qu'il a fait connaître, et à l'époque, contrairement à aujourd'hui, ça ne se faisait pas de sortir des séries pour aller vers le cinéma ou l'inverse. En gros, en général, tu étais très cloisonné, et il a eu donc cette chance parce qu'au final, il a fait ça, il a explosé. Après, c'était terminé. On l'a vu dans la quasi-totalité des films des années 80 et 90 dans la foulée. Donc, Et ça aurait pu être aussi Richard Dean Anderson, le bon MacGyver. Ça aurait pu être Ça aurait cool. été spécial, mais ça aurait été marrant. Il aurait eu le même rôle. En fait, on serait dit, c'est MacGyver, quoi. C'est vrai. En fait, C'est tout à il fait fait. globalement du MacGyver. C'est vrai, Ça, c'est vrai. cool. Ouais, tu te dis qu'il existe un univers où donc MacGyver et John McClane ou Tom Selleck et Indiana Jones. Tu te dis qu'avec des on couperait du bois. C'est clairement, c'est ça. Et une bûche même. Ah merde, le père Fourassé de retour. Je vais le toucher juste là. Thibaut refait un AVC. J'ai pas pris mes pieds. Lève les bras. C'est bon, il fait plein d'AVC. Allez, la suite, c'est tout simplement qu'il y a une grosse camionnette noire qui arrive vers l'immeuble, et donc c'est là qu'on se dit, les méchants arrivent. Effectivement, les méchants arrivent. Ce film, c'est les meilleures chaussettes de Noël du monde. En gros, on a les méchants qui arrivent. Les méchants, c'est quoi? Des gros Allemands, grands, blonds, énervés. On a quoi? On a des archétypes de personnages, de méchants. On a le pirate informatique qui passe son temps à faire des petites blagounettes, à chantouiller. Il est trop cool, ce gars, je l'adore. C'est Trivette. Il s'appelle Théo. C'est Trivette. C'est Trivette. C'est le collègue de Walker, Texas Ranger. Voilà. Attends déjà. Et on peut noter un noir qui a réussi à faire carrière dans une série avec Chuck Norris qui se passe au Texas. Ça, c'est une bien belle réussite. Un gars qui a survécu au tournage. Bravo. Là, j'avoue que là, je pense que c'est là sa plus belle réussite. Et c'est un acteur pareil que j'aime énormément et qui malheureusement nous a quittés il y a peu.
Oui, il était très très bien. Et je sais plus combien de temps, mais il nous a quittés, Ok. je crois, en 2021, il me semble, ou 2022. Bon. Bah écoute, Voilà, c'est histoire bien de dommage, pourrir j'adore l'ambiance. son personnage. 66 ans il avait, et il est décédé donc en novembre 2022. Ah oui, effectivement. Bon ben voilà, enfin, c'était un super film quoi. C'était une très bonne soirée. Donc voilà, on avait le pirate informatique, je disais. Il y a tout un groupe d'anciens soldats, donc baraqués, cheveux longs, enfin les gars. Et qui sont une pub ambulante pour Head & Shoulders. Ils ont tous des cheveux d'une propreté. On a du teuton soyeux, mon pote, laisse tomber. Incroyable, parce qu'à chaque fois qu'il bouge, on dirait vraiment, tu sais, tu peux faire des ralentis, on dirait vraiment qu'il balaye des cheveux, t'as l'impression que ça sent le monoeil absolument partout autour. En fait, c'est comme ça qu'il l'essuie, Bruce Willis. C'est grâce à l'odeur de monoeil et de karité, et de l'huile de jojoba. De l'Ushuaïa. Alors, vu qu'on est dans les années 80, c'est la commu qui sont... c'est de l'œil de folase. Vu que c'est les grave. années 80. S'il y en a dans la commune qui sont chauds pour faire des petits montages avec des sons de ces pubs-là et les images du film au ralenti, franchement, je prends. Je suis extraordinairement chaud pour ça. Des pellicules, il n'y en est pas question. Pour les éliminer, j'utilise Head & Shoulders. Il enraye les pellicules et donne une belle apparence à mes cheveux. Head & Shoulders, tous les jours. Pour des cheveux impeccables, sans pellicule. Et le cocktail ne serait pas complet si nous n'avions pas le boss turbo charismatique. La personne de, on ne connaît pas encore son nom, mais c'est Alan Rickman qui le joue, qui lui aussi nous a quittés. Eh oui, malheureusement. De merde. Oh là là, oui. Chienne de vie. Ma femme s'est fait la réflexion dans le film, elle m'a dit putain, tu te rends compte, lui il est mort. Oh, lui aussi il est mort. Oh, et Bruce Willis il est malade. Ouais. Merci chérie. Merci, c'est joyeux cool. Noël à toi aussi mon amour. All the weather outside is frightful. Faut rappeler qui est Alan Rickman quand même. Bah, c'est le professeur c'est Rogue. Le professeur Rogue. Oh, pas que, hein, je pense. Non, vraiment pas que. Pas mal de films. Il a fait une chier de films. Il a, comme on dit, une carrière, hein, puisqu'il a joué. Bien, et donc, les méchants s'installent, ils bloquent entièrement et très méthodiquement l'accès à l'immeuble, que ce soit pouvoir en sortir n'est plus possible, pouvoir y entrer, laisse tomber. Ils ont l'air d'avoir un plan extraordinairement bien huilé, et ça se déroule exactement comme il faut, tout est parfait, tout est millimétré, voilà. À noter que c'est quand même un film des années 80 où pour une fois, les méchants ne sont pas russes ni communistes, mais ils sont allemands. Et, voilà, et je pense c'est que vrai, c'est une vraie performance. Ça change, mais bien sûr. Bien sûr. On se demande pourquoi les Allemands sont aussi vénères. Bah déjà parce qu'ils sont allemands. Ils sont obligés de parler dans cette langue et ça c'est très compliqué. Et même pour la VF, tu vois, je trouve que ils en font pas des kilos à part la VF d'Alan Rickman qui essaye de faire un peu un accent allemand, qui le fait, mais il l'oublie. Voilà, il l'oublie un peu par moment en plus. Ouais. Mais ils essayent pas de parler comme ça, tu vois, vraiment le truc ultra cliché. Et puis non, pour le coup, le film a une super VF et puis surtout c'était Patrick Poivet également. Tu sens que derrière le micro, voilà, ouais, tu sens qu'il est, même lui, il est en pleine bourre encore. Hein. Ouais. Non, c'est incroyable. Oui, parce qu'il nous a quittés aussi, Patrick Poivet. Oui, non. Allez, on dit plus tout ça. Non, mais ouais, putain, c'est terrible. Et quand même, c'est des Allemands qui parlent beaucoup en anglais entre eux. Oui. C'est toujours un truc qui pose problème. Alors, justement, juste avant qu'on commence cette soirée, j'étais en train de revoir La Poursuite d'Octobre Rouge. Oui. Et je pense qu'il s'est dit la même chose, parce que dans Poursuite à Octobre Rouge, on suit des Russes et des Américains. Ouais, mais il y a le petit plan magique. Oui, tout à fait. Voilà. Un espèce de plan où t'as quelqu'un qui est en train de lire un texte en russe et qui passe brutalement en anglais, en fait. Ouais. Au début, tu dis c'est que le texte passe en anglais, mais en fait non, tu comprends qu'ils sont passés en anglais pour qu'on comprenne. Et c'est fait de manière assez élégante. Et c'est dommage qu'ils l'ont pas fait dans Die Hard. Oui, parce que dans Die Hard, justement, tu as excuse-moi, je termine. Oui, d'ailleurs, tu as ce truc où ils se parlent en allemand assez souvent dans le film. C'est jamais sous-titré. Alors, je sais pas si c'était volontaire ou si c'est juste Disney+ qui fait cet effet-là. Mais j'ai pas souvenir d'avoir vu ces scènes sous-titrées. Mais ils se parlent par moments en allemand. Du coup, t'as une vraie différence au niveau du son. Et il y a même une scène vers la fin du film où il lui dit un truc en allemand et il lui fait: tu comprends ce que je te dis? Et il lui dit de le faire. Genre, le mec, mais mec, me parle pas en allemand. Tu sais bien que je suis allemand.
Ah non, c'est incroyable. Mais pour revenir sur ce truc-là, et je vais faire un petit tie-up avec notre épisode, sur ce que tu disais, Bertrand, cette scène d'une grande élégance, donc où on comprend le changement de langue par un petit effet de mise en scène. John McTiernan avait également fait ça dans un film que je trouve vraiment trop cool, qui est Le 13e guerrier. On peut en parler. Ah, on a décidé de pas en parler, t'aimes pas ça? Non, j'ai dit on peut en parler parce que effectivement, je me souviens de cette scène, mais pour le coup, j'ai pas du tout aimé ce film à l'époque. Ah non, mais je l'adore. Je sais, on a déjà eu cette discussion. Et... C'est vrai, ok. Ouais. Et bon, il y a une scène dans Le 13e guerrier. En gros, Le 13e guerrier raconte l'histoire d'un exilé arabe qui, à une époque bien lointaine, dans des croisades, se retrouve... Oui, je crois que c'est ça. Il se retrouve en fait dans un pays nordique pour accompagner. Il se retrouve accompagné avec Omar Sharif une troupe de guerriers vikings et 12 guerriers en l'occurrence. Et lui s'avère être le 13e et il doit les suivre dans une quête. Bref, et il y a toute une scène autour d'un feu de camp où lui est vachement mis de côté parce que tout le monde parle en vieux norrois. Et lui, il est à côté, il écoute. Et en fait, il y a une scène, voilà, où en fait, ça enchaîne les plans on les voit parler, on voit des gros plans sur leur bouche. Ils parlent en vieux norrois. Et de temps en temps, hop, t'as un mot en français qui sort. Enfin, quand tu le mates en VF, t'as un mot en français qui sort. Et puis, il continue, tu vois, Antonio Banderas, donc il joue cet exilé arabe, qui se concentre, il écoute, il se tait, il ne bouge pas de la nuit. Et en fait, petit à petit, il y a de plus en plus de mots dans les phrases qui sont en français. Et c'est comme ça qu'on capte, petit à petit, au fur et à mesure de la scène, qu'il est en train de comprendre leur langue. Parce que le mec est un érudit en plus, donc ça a du sens, il comprend leur langue petit à petit, et en fait les mecs le trashent un petit peu sans qu'ils le captent, et à la fin en fait il leur fait comprendre qu'il les a compris en les roastant aussi à son tour, et je trouvais cette scène absolument dingue. Ça prend 30 secondes, 45 secondes peut-être, et c'est extrêmement fort. Ça, et puis parce qu'il y a une scène aussi où il est prostré dans un coin d'une tente et il est en train de pleurer, et et c'est là qu'ils comprennent aussi qu'ils ont été un peu loin. Ce serait génial. Ah, je crois qu'il a compris. Donc le viking allemand encore. Oui, tout à fait, c'est le seul accent que je maîtrise. Ah, ça c'est un enfer. Et donc du coup les terroristes, je me permets de reboucler avec le film. Les terroristes s'installent donc bien dans leurs petits souliers de Noël, et c'est alors qu'ils lancent directement la prise d'otage. On arrive dans le hall, on tire des coups de feu. Et John McClane, s'étant isolé pour faire le point avec ses orteils dans sa chambre, se retrouve du coup seul, invisible par rapport aux terroristes, et il entend les coups de feu. Lui, c'est parti directement. Alors, ce qui est incroyable, donc lui, il entre directement en mode action. Ok, très bien, je prends mon flingue et je descends, on va voir ce qui se passe. Et en même temps, à côté de ça, on sent que le gars est flippé de ce qui se passe. C'est pas le action hero qui va sauter à la gueule de tout le monde, même si c'est un peu ce qu'il va faire, mais vraiment dans la nécessité. Le mec, il est dans l'urgence en permanence. Il est tout le temps flippé de ce qui se passe, il est jamais en contrôle, etc. C'est juste qu'il improvise, il a beaucoup de chattes et il s'en prend tout le temps plein la gueule, on va y revenir, mais le gars n'est jamais dans l'aisance absolue du action hero qu'on connaît dans ces époques-là. Je pense que c'est un peu toute la beauté de Die Hard aussi, c'est ce côté random dude contre bad guy, où pour le coup t'as vraiment cette sensation, notamment avec le personnage de Karl qui clairement est Roderick, vous avez la ref, désolé c'est une private joke mais il fallait que je le dise. Allez au hopscotch pour voilà, qu'on parle. Vous verrez, vous le verrez en vrai. Et c'est vraiment, je pense, le film qui a plus ou moins lancé ça. Effectivement, tu vois, si le rôle était revenu à Stallone ou à Schwarzy, je pense qu'on aurait perdu ça. Justement, ce côté, ils auraient pris un flingue, ils seraient sortis, ils auraient tué tout le monde et le film aurait duré un quart d'heure, quoi. Et là, non, justement, je pense que toi, par exemple, notamment avec ce personnage de Karl, ou même quand le premier terroriste avec qui il se bat, tu sens qu'à aucun moment c'est un surhomme. En gros, il s'en prend plein la gueule, il en chie, et je pense que c'est vraiment ce qu'a inventé ce qui a inventé déjà ce qu'on appelle le Die Hard movie. Après, il y en a eu des pelletés. Parce que si vous voulez voir vraiment le Die Hard movie ultime en copycat total, il faudra des morts subites avec Jean-Claude Van Damme, qui est littéralement le même film. Donc c'est pas sa meilleure période à Jean-Claude, attention, il vaut ce qu'il vaut, mais c'est littéralement la même chose, sauf qu'au lieu que ça se passe dans un immeuble, ça se passe dans une patinoire et c'est un agent de sécurité. Et le film a justement ce côté-là, on latte des terroristes qui, je crois pour le coup, sont russes dans celui-là. Et après, dans les plus connus, t'as Piège en haute mer aussi avec Steven Seagal, qui pareil. Et quand tu fais le comparo avec les deux, c'est le vrai problème, c'est que justement, tu vois, Die Hard a ce côté... le mec il s'en sort comme il peut face à des ennemis, mais il en chie. La différence par exemple de Piège en haute mer, déjà rien que le nom, de Piège en haute mer où c'est Kaze Ryback, le fameux, qui se bat contre les terroristes, mais à aucun moment les terroristes n'ont la moindre chance.
Tu le sens. Au bout de 5 minutes de film, tu sens que personne, il pourrait tuer tout le monde. Ça va être assez vite plié cette affaire. C'est ça. Ouais, mais dans le petit point histoire du cinéma, c'est pour ça que Piège de cristal a vraiment révolutionné le style de l'actionneur. C'est parce que jusqu'à présent, donc du coup dans cette période-là et un peu avant, on était dans ce qu'on appelle les héros réganiens. Les héros réganiens, c'est les Stallone, c'est les Schwarzenegger, Rambo, qui Commando. sont des héros très de droite et très monstrueux, très indestructibles. Personnage qui avait commencé à casser McTiernan avec Predator, où on avait quand même un mec qui avait du mal face à un ennemi et qui finit par finir. Mais du coup, Die Hard apporte ce truc du héros qui n'est pas indestructible en fait, et qui pisse le sang tout du long. Oui, Ah c'est ouais, ça. c'est incroyable. Oui, ça, la bien. moindre baston va lui coûter très cher à chaque fois. Oui, quoi. c'est ça. Ah, parce ça, que je c'est pense beau. que après ça s'est effondré, tu vois, justement quand tu prends tous les films de Chuck Norris de l'époque, où là on était vraiment poussé le truc au maximum, où c'est vraiment la grandeur de l'Amérique contre la petitesse du reste du monde. Et je pense que ça a fait exploser la bulle, justement, ce côté surexagéré du héros réganien. Mais quand tu dis héros de droite, du coup, est-ce qu'on peut considérer Eric Ciotti comme un action hero? C'était pour ça. Faudrait lui taper sur la gueule pour Oui, voir ce que ça donne. déjà, parce que je pense qu'en bagarre on le gagne. Moi, je d'une. trouve que vous abusez un petit peu en Et en me plus- qualifiant de cette manière. Bon, Mais il parle pas comme ça, Eric Ciotti. ouais, je sais alors. Ah si, Et en il plus- parle un peu comme ça, Pour le avec coup- en plissant le visage. Il est... Non, je dis ça parce qu'il est coiffé comme Bruce Willis aussi. C'est pour ça que le lien était évident. Ah, mais c'est sûr. pas C'est sûr. con. Ils vont faire un Die Hard 12 avec lui, vous n'êtes pas prêts. Hein. Oui. It's a good day to Ciotti. Et il sera au Nakatomi Plaza, Ouais. il sera content de voir des Allemands. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, il fera partie des méchants déjà. Clairement. Hans Ciotti. Nous en sommes là, je tiens à le préciser, à 24 minutes de film pétante. Hein, le moment où C'est l'action bien. commence, ça fait 24 minutes de film. Donc pareil, efficacité, tranche de pâté, Maïté. bien sûr. Les méchants sont méchants. Ils prennent Takagi, le grand boss, en otage. Manifestement, ils expliquent directement que ce qu'ils veulent, c'est le pognon. À savoir, on parle de 640 millions d'euros, Ouais. de dollars, je The crois. Dollars. De dollars. Dollars. Voilà, donc c'est juste un énorme Oui, casse. dans les années 80, je pense que 640 millions de dollars, c'est l'enfer. Hein. Ça doit représenter une Oui. tonne de pognon à l'époque. Oui, Même non, assez on est, vénère. 1400 millions d'euros. on est sur une belle somme. On y est. Exactement. Takagi résiste. Hein, ce petit bougre, il a la peau dure. Pas assez. Parce qu'en gros, ils disent qu'ils ont besoin d'un code pour ouvrir un grand coffre, tout ça. Ils disent, mais c'est pas moi qui l'ai le code. Donc il va falloir le trouver ailleurs. Moi, je peux vraiment pas vous aider. Voilà, il va falloir que vous me tuiez. Ça marche. Et boum, une balle dans la tronche. Bien, Terminus. faisons comme ça. D'accord, l'ami, faisons comme ça. McLean est dissimulé pas très très loin, il entend à peu près l'échange et il voit ça, il est directement choqué de ce qui se passe. Pareil, il est pas en mode « Ah, salaud d'allemand, je vais me les faire !» Non, c'est « Oh putain, les gars sont chauds !» Donc on a ce héros qui vient de se faire intimider, donc sans le savoir, par les méchants. On apprend également que ces maudits terroristes, donc apparemment techniquement c'est pas des terroristes puisqu'ils sont là pour faire un casse, hein, c'est juste des braqueurs. Oui. Pour le coup, oui, c'est ça Voilà. qu'ils les appellent terroristes. Alors je ne sais pas pour la Et VO. justement, il y a des fois où ils disent en fait c'est des terroristes et en fait à la fin ils disent non, en fait vous êtes juste de vulgaires braqueurs. Quoi. Oui, C'est- parce c'est- que en plus pour le coup, ils appuient à mort sur ce truc-là puisqu'ils se font passer pour des terroristes. Puisque j'aime beaucoup d'ailleurs, on le verra Oui. plus tard, mais il y a une scène où ils se font littéralement passer pour des terroristes. C'est Mais très, très drôle. et du coup, non, oui, pour le coup, c'est juste du braquage, quoi. Ils viennent chourer des bons aux porteurs. Alors, je n'ai jamais su, et peut-être que vous pouvez éclairer ma lanterne ou si quelqu'un veut commenter, à quoi sert un bon au porteur. Dans tous les films des années 80-90, C'est quand vrai. il y avait un braquage, ils braquaient ces putains de bons au porteurs. On a l'impression que ça vaut des tonnes de thunes et je n'ai jamais su, est-ce que c'est un trope de cinéma, est-ce que c'est une invention du cinéma ou est-ce que ça existe vraiment? Je n'ai jamais fait de recherche et je n'ai pas envie de la faire parce que je voudrais que ce soit une réponse que quelqu'un m'apporte. Bah, du coup, ça va être très très simple. Je vais demander à Bertrand. Un bon porteur, c'est un titre de propriété d'une action. Ok. Et Classe. pour revenir sur les terroristes, il y a un petit détail qui est assez rigolo. En fait, c'est un petit accident de scénario qui s'est reproduit tout du long et avec lequel ils ont fini par jouer. C'est qu'en fait, au départ, le livre parle d'une prise d'otage terroriste et McTiernan dit qu'on lui a proposé plein de fois le scénario et plusieurs fois il a dit non mais des terroristes c'est nul. Ça n'existe pas les terroristes. Il trouvait ça trop lourd comme thème et donc du coup il a choisi de faire Ok. faire un braquage. Mais après, rappelons encore une fois que Thibaut, donc qui toujours travaille dur pour les émissions, a lu le livre. Hein. Non, pardon, Oui. tu n'as pas lu le livre. Voilà. Si, non, je l'ai lu, oui. Voilà. Non, je l'ai pas lu. Vous On non prépare plus. de ouf. Me Oui. cassez pas les couilles.
Donc il y a une seule étape qui bloque les méchants dans leur plan. Le mec explique, là il y a un truc genre 7 serrures, qu'il est capable de toutes se les faire, sinon il serait pas embauché dans cette équipe-là, gna 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 gna, j'ai hyper confiance en moi. Le problème c'est qu'il y a une serrure électromagnétique un peu vénère qui va dépasser largement ses compétences, et qu'il y a un moment donné où il va avancer dans son piratage, mais il va forcément bloquer là-dessus, et il faudra trouver une solution. Et le boss dit... Oui, on verra ça en temps voulu, il n'y a pas de problème. Non, il dit, oui, on verra ça en temps voulu, pas de problème. Nous verrons cela plus tard. Du coup, John McClane, plus tard, il se dit, bon, parce qu'évidemment, il coupe les lignes téléphoniques, il n'y a plus aucun contact avec l'extérieur possible, et il se dit, bon, il faut quand même que je contacte l'extérieur. Du coup, qu'est-ce qu'il fait, le petit pote Bertrand? T'as une idée de ce que c'est? Répondez. Alors, j'ai pas vu le film, c'est un problème. Ça marche. Dans le livre, tu sais ce qu'il fait? Il se gratte à les couilles. Mais non, enfin, il active l'alarme incendie. Alarme incendie mais oui, égale, malin. ça prévient le 911. Il ameute les secours et tout ça. Mais les terroristes trouvent un moyen d'annuler l'alerte. Ils renvoient les pompiers à la caserne et McClane se dit, putain, les bâtards, je ne sais vraiment plus quoi faire. Ouais, parce que dans la radio, ils font ce n'est pas ça un incendie. Non. Nein, nous sommes des terroristes. Je me suis démasqué. Non, c'est une soirée choucroute. C'est une soirée d'un collectif d'anciens nazis. Une amicale. L'amicale argentine des nazis. Oh, il a changé, vous savez, il a changé. Il n'est plus tout à fait le même. Il y a donc maintenant un jeu du chat et de la souris, puisque en gros McClane se retrouve dans le fameux étage en travaux, en construction. Il n'y a rien là-dedans à part des murs pas encore peints, ni placotés. Et c'est là qu'il y a la première baston du film, donc dans lequel un vil teuton va essayer de retrouver notre ami McClane, qui va donc se planquer un peu à droite à gauche, tout ça. Il va essayer de le surprendre, il va essayer de le taper. Ça va se finir à je prends des nions plein la gueule, je me fais enfoncer la tronche dans un mur, etc. C'est assez jouissif quand même. Et ça finit où il arrive à le buter en se jetant dans les escaliers avec lui. Et il se trouve que l'un des deux a la nuque brisée, c'est l'Allemand. Grand coup de chance. Oui, parce que l'Allemand ne résiste pas aux tombées dans les escaliers. L'Américain, oui, mais pas l'Allemand. L'Américain, oui. Il faut le savoir. Si un jour vous vous retrouvez à tomber dans un escalier, si vous êtes Américain, tout ira bien. Si vous êtes Allemand, il y aura pas de saison 2. Voilà. Si vous êtes pas Américain, juste, ça va chier des... Non, mais les Allemands, particulièrement les Allemands, sache qu'il n'y a pas du tout... L'Allemand est friable sur les marches. Il n'y a pas d'escalier en Allemagne. Sachez-le, parce que sinon l'Allemand meurt. Sa vie s'arrête. Net. C'est ça, c'est que des escalators. Ou des petites pentes très très douces. Voilà, à la limite, mais pas plus de 4 degrés. Il s'agirait de pas non plus se tordre un truc. Et voilà, donc c'est là qu'on voit que le super pouvoir de McClane, c'est de réussir systématiquement à se relever après une rixe. Mais en fait, c'est fou parce que cette baston, elle est pas impressionnante, elle est vraiment même assez misérable. C'est vraiment, je t'empoigne la tête avec mon bras, je te file 2-3 nions, ok, je t'envoie dans un mur, nickel, je vais te jeter dans des escaliers, du coup, viens avec moi. Et c'est tout, elle est misérable, le mec il peine déjà à se relever quoi. C'est quand même assez génial. Tu te dis, encore une fois on y revient, ça aurait été un Schwarzy ou un Stallone, ça aurait été à la gloire du tout-puissant américain qui maîtrise le kung-fu, la capoeira, la danse classique et également les échecs. Tous les sports de combat quoi. De 3, voilà, la règle de 3, etc. Tous les sports de combat, il les maîtrise. Ouais. Voilà. Parce que c'est un autre truc que tu disais au début, Thibaut, c'est que ces Allemands, ils sont vraiment impressionnants quoi. Physiquement, ils sont. Oui, pour le coup, on est vraiment sur une équipe olympique de ex-RDA. Sur une résultante d'épuration ethnique. On sent que on sent que c'est vraiment du fils. Non mais vraiment, on sent que c'est du fils de nazi quoi. Là, clairement, c'est du blond. Non mais c'est vrai, pour le coup, tu prends Karl, son frère, il y en a quand même une grosse partie, c'est quand même c'est de l'allemand tel que malheureusement on s'imagine l'allemand. Voilà. Mais ils sont tous 12m32. Voilà. J'ai une petite anecdote puisque je sais que le petit Thibaut aime bien les anecdotes. J'adore ça. Quand le mec qui joue le rôle de Karl en fait n'est pas allemand, il est russe. Allez, comme par hasard. Il s'appelle Andrei Goudunov parce que dans le générique j'ai vu son nom, je me suis dit tiens il est rigolo ce nom, je suis allé voir qui était ce mec. En fait c'était un ancien danseur russe qui est passé à l'Ouest et qui est devenu acteur. Voilà. Et est-ce que je peux nous cancel maintenant ou pas? Oh oui, vas-y. Ouais, Goudunov, c'est comme ça qu'on dit en russe. Donc, McClane récupère. Je suis. Eh bien, j'ai juste une question. C'est pour de vrai ou c'est vraiment juste un jeu de mots bidon?
Non, c'est vraiment un jeu de mots minable. Bon, alors ça va falloir le couper, Miteux. je pense, parce qu'entre les nazis d'avant et ça va faire beaucoup là. Faut faire un choix. Ouais. C'est l'une ou l'autre. J'ai jamais dit que j'étais pour, je méprise pas. Non, alors je méprise ce genre d'appellation, voilà. C'est juste, on m'a dit ça un jour dans un congrès. Ouais, il faut l'enlever quand même. Je pense même le truc des nazis avant, Ouais. faudra l'enlever. Ouais. Je pense que déjà avec Non. Ciotti, on était. Oh, Non, lui, ça va, lui, Vraiment, les gars. Oui, voilà. Ok, je le laisse. Ça, j'assume, putain. Eh, les cancelers, Ciotti, c'est un Mais en plus, c'est nous les connards qui cancelons, non? peut-être. Bah oui, on est des woke. Moi, Moi, je suis woke. pas mal, hein. Moi, Ah je suis ouais. woke, Ouais, donc. ça, moi aussi. Moi, je suis woke aussi, mais Ouais. pas Moi woke aussi avec des petits canceler. champignons. Ouais, moi pareil, ouais, woke, légumes, sauce, la totale quoi. Les enfants, c'est l'heure de vérité. McLean récupère le sac du méchant terroriste. Ouais, il loot Et dedans, le sac. Voilà, il loot. Bah, c'est exactement Ouais. ça. C'est première étape, je loot. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se trouve dans le sac? Alors, il y a. Bah, faites-moi un petit inventaire, les gars. Bah, du coup, il y a un strudel. Il y a une boîte de choucroute Vas-y, ok, déshydratée. Un bretzel. Il y a un Il y pretzel, ouais. il y a une petite bière blonde Ouais. aussi. Il y a Délicieuse. la saison 2 de Derrick en VHS. Ouais. Il y a Boris Becker. Il y a Boris Becker et il y a Boris Becker avec une mitraillette par contre. Ah, joyeux Noël, les bâtards! Ah, vas-y, je vous supporte. Je le vois tellement sortir du sac, putain. Tu sais, la blague, il arrête pas de sortir des trucs à un moment. Oh, mais c'est Boris Becker. Bonjour, je suis Boris Becker. Mais c'est vous, Oliver Kahn. Mais sortez de là, enfin. Ah, Allez, Schnell, enfin! ah enfin, j'ai trouvé une mitraillette. Ah, c'est ma mitraillette. Ah, Michael Schumacher, mais cassez-vous d'ici. Ah, mais j'ai posé une option sur ce mitrailleur! Il prend sa bagnole dans le sac et il s'en va, Schumacher. Bon, vous aurez compris que vous aurez aucune réponse à cette question. C'est quoi qu'il y a dans le sac? Du matos utile. Allez, super. Donc ensuite, c'est là que, un peu plus équipé, le petit bonhomme va commencer à échafauder des petits plans à la MacGyver, donc on en parlait, pour essayer de mener la vie dure à ces petits connardos. Donc déjà, première étape, et là, ça va devenir iconique immédiatement. Ce que fait McLean, c'est qu'il prend le petit camarade mort, il le met sur une chaise, il le scotche et il écrit un petit message sur son t-shirt qui est Bertrand. Ah, mais il y a que toi qui interroge. Il veut vraiment. Ouais, c'est vrai, mais parce que Non, chaque fois que je t'interroge, tu parles de Strudel, donc C'est vrai. un peu plus. Oh, j'avais une blague qui allait nous canceller, donc. Ah bah vas-y alors, Ah, on en pitié. est plus après. Non, c'est bon. Il y a Oh. Voilà, ça c'est Noël. Oh, I've got a machine gun now. Voilà. Yes. Voilà, t'es capable. C'est ça. Et alors, je sais pas si à l'époque vous aviez joué à Die Hard Trilogy, le jeu. Si. Voilà. Pas du tout. Et dès que tu chopais une mitrailleuse Ouais. dans le jeu, tu Il entendais le qu'il disait. disait Ho ho ho, I got a machine gun, comme Ouais. ça précisément. C'était C'était génial. Un incroyable jeu. Vraiment, c'était 3 jeux en Ouais, 1 déjà. ouais. Et c'était 3 gameplays Très parce que tu avais un jeu Ah avec oui, c'est type TPS ou donc à pied, tu avais un jeu de tir pour le Voilà. 2 et tu avais un jeu de voiture pour le 3 où tu devais désamorcer des C'est bombes en exactement. détruisant la totalité de la ville. Voilà, c'est ça. Et Voilà, c'était je pense qu'à la fin le chef vient de voir en disant bon, bien joué McLean, vous avez sauvé 4 personnes mais vous en avez tué 237. C'est ça que je veux voir. C'est ça, il y avait d'ailleurs ce fameux mode, je passais ma vie avec mon cousin à jouer à ça en regardant Une journée en enfer, et je le salue d'ailleurs si jamais il m'écoute. Et on avait découvert un jour qu'en passant en vue intérieure de l'habitacle avec la voiture, voilà, tu pouvais écraser des gens, il y avait des énormes projections de sang et des essuie-glaces qui les viraient. On était absolument fans, il nous en fallait pas beaucoup plus. Ces années 80, on aimait la violence. Hein. Bah bien sûr, et elle était utile, oui, c'était 90 pour le coup le jeu, après la sortie du 3 quoi. Tout à fait. Et donc voilà, donc on a ce premier petit message qui est assez cool. J'ai une petite question du coup à vous poser. Est-ce que selon vous, si on réarrange un petit peu les lettres, est-ce que McLean c'est pas l'anagramme de McAllister? Parce qu'en gros, ça devient vraiment Kevin McAllister. Tout à fait. Bien, Le mec, il pour passe sa beaucoup, vie à- pour Ouais, beaucoup, ouais, non, c'est ça. Maman j'ai raté l'avion est un Die Hard movie. Hein. mais au final, oui. c'est ça. Il a des terroristes dans sa maison qui veulent le braquer et il met des pièges pour les empêcher de le faire. Mais voilà, c'est vraiment ça. Mais ce que je trouve assez fou quand même avec Maman j'ai raté l'avion, dont on parlera peut-être un jour, on sait pas. Bah l'année prochaine. Bah voilà, carrément, Noël prochain. Oh, les gars, on a trouvé notre film de Noël prochain. Ce qui est assez ouf avec ce film, c'est qu'il est vachement défini par cette phase de je chasse les bandits. Alors Qui que doit durer quoi, 10 minutes dans le film? c'est 14 minutes de film.
Exactement. Ouais, voilà. j'ai revu une émission dessus il y a pas longtemps. Ça représente 14 minutes de film en fait. La quasi-totalité du film, c'est Kevin qui en gros qui est tout seul, qui vit sa meilleure life et la pire. En fait, pour beaucoup, la théorie est pareil, j'en fais partie de la plus établie, on va dire, pour Maman j'ai raté l'avion. C'était une théorie un film qui utilise l'allégorie de l'acceptation du deuil. En gros, quand tu découpes le film en parties, donc les fameuses 5 phases du deuil, et en gros le film c'est ça. En fait, voilà, en gros c'est donc en tout cas, mais c'est donc c'est la colère, le déni, ainsi de suite là. Et en gros, effectivement, l'acceptation. Voilà, et le film est découpé comme ça. Et c'est vrai que quand tu le prends sur cet angle-là, ça reprend vraiment ça. Et effectivement, même pour les jeux vidéo et autres qui sont sortis à l'époque, on a l'impression qu'ils n'étaient définis uniquement par cette scène, donc où il combat les casseurs flotteurs. Et en fait, pas du tout, parce qu'au final, c'est clairement pas l'idée principale du film. C'est plutôt de voir qu'un petit garçon un petit peu dépendant de sa famille arrive à s'accomplir un petit peu et à être capable de grandir. En niquant des mères, par contre. Il grandit en niquant des mères. Par contre, ça c'est vraiment, il s'est rendu maître dans cet art-là. Et on salue. Tout à fait. Tout comme on salue donc la mémoire de Chris Columbus. Qui n'est pas mort, mais on le salue. C'est vrai, mais laisse-moi tranquille. Par contre, Joe Pesci, lui est... Non, pas du tout non plus. Pas du tout, non. Arrête ça. Je pense que... Alors si le papa de Kevin est décédé, si vous voulez, on peut jouer à ça. Celui qui incarnait le père de Kevin est décédé. Qui est encore là? La dépression. Jacques Chirac est mort aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Napoléon aussi apparemment. Et on attend. Apparemment Edith Piaf vient d'être admise. Bah non, il y a un film avec Napoléon là, qui sort. Donc, oui, c'est vrai. Non, il est pas mort. Oui, mais c'est un film sur Napoléon, roi de Bayonne. Voilà. Oui. vrai, et on les salue tous d'ailleurs. C'est là qu'on a une scène avec probablement mon dialogue préféré du film, qui est très con et qui sera peut-être dans le générique de cet épisode, ça vous le savez déjà, nous pas encore, où John arrive à contacter en utilisant la radio qu'il a trouvée dans le sac, le service des urgences, et qui dit: monsieur, vous êtes sur le service des urgences, qu'est-ce que... Voilà, si vous avez quelque chose une urgence, contactez le 911. Sans blague, et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Je trouve cette réplique absolument dingue, avec la rage avec laquelle il l'a dit, et génial. Donc j'aime ça de tout mon cœur. Bah, tu as résolu mon problème pour le générique. Merci Thibaut. Avec grand plaisir. Donc, il se fait repérer, les terroristes le rejoignent, échange de coups de feu de nouveau, et on envoie une voiture pour vérifier que c'était pas du bullshit toute cette histoire, une voiture de patrouille. Oui, sachant qu'en plus il y a déjà quelques minutes avant, il y a eu le faux appel, ou en tout cas l'erreur au niveau des pompiers. Exactement, ça fait 2 fois dans la soirée qu'il se passe un truc. C'est ça, donc ils envoient quand même la police, qui est cohérent au final, parce que tu te dis que même si c'est une connerie, on envoie c'est pour ça qu'ils envoient pas l'armée en fait, ils envoient donc... Oui, un gars en patrouille pour s'assurer que c'est pas des conneries, ça fait quand même 2 fois, ok, pourquoi pas. Qui est en train de dévaliser les Twinkies du mini-mart à côté, et qui est littéralement au bout de la rue. J'aime ça, je trouve ça génial, quand il sort, il monte dans sa voiture, il s'arrête, il se relève, il va voir, et en fait il check voir ce qui se passe. Et ce qui est génial par contre, c'est que à ce moment-là, ils sont sur le toit, il y a une espèce de fusillade de l'espace, et lui qui regarde, et il se passe rien d'en bas. Alors je sais pas si c'est pour jouer sur la perspective du fait que la tour est très grande, mais je refuse de croire que t'as des échanges de coups de feu de 5 ou 6 mecs sur un toit qui tapent des sauts périlleux en se tirant dessus. Après, le mec il est pas... alors après c'est Los Angeles, peut-être que Los Angeles dans les années 80, et puis on a l'impression qu'il est proche. Non, c'est juste que la tour est immense et qu'on peut la voir de très loin. Je pense que c'est ça, il joue un peu sur la perspective. Il est pas à des kilomètres, mais il est quand même relativement loin, et je pense que les coups de feu doivent peut-être se perdre dans la nuit de Los Angeles. Ouais, ou dans les coups de feu de Los Angeles. Oui, voilà. C'est ça. Et en plus, je me suis toujours demandé, parce qu'il y a ce fameux plan, donc on le voit regarder la tour de loin, et en fait, c'est montage croisé entre John McClane qui essaie de survivre à la fusillade sur le toit, et ces plans donc de loin, le sergent Al Powell, qui donc voit de loin la tour, et en fait il y a des lumières qui clignotent en haut de la tour. C'est peut-être les lumières simplement pour le trafic aérien. Ça oui. Mais est-ce que c'est pas des flashs aussi, des coups de feu, tu vois? C'est là que je me suis fait la réflexion en le regardant. L'imprécision du film peut me troubler. Oui, effectivement, peut-être que John McTiernan l'a voulu comme ça, mais ça ressemble quand même vraiment à c'est une grande tour, il y a des lumières. C'est ça, pour le trafic aérien. C'est quand il y arrive, en fait, ce qu'il y a, c'est que jusqu'à ce qu'il se passe, que se passera plus tard, pour les gens autour, il ne se passe rien dans la tour ce soir-là. Voilà, c'est une soirée comme une autre, il y a des coups de feu, il y a des gens qui meurent, mais ça, c'est Los Angeles dans les années 80. C'est tout à fait normal, c'est leur quotidien. Ouais, je me demande, en fait, avec la taille de ces tours-là, si même en étant au pied de la tour, on entendrait les coups de feu d'en haut. Bah, on va essayer. Je monte, je tire en l'air et tu me dis ce que t'entends. Ouais, d'accord, ça marche. Ok, on fait ça. Vous essayez de me tirer dessus depuis en bas?
Non, bah non, on n'est pas des monstres. Non, je vais tirer un peu comme là, je saute, je tire, je fais exploser un hélicoptère, enfin voilà, des trucs faciles à faire, à mettre en place. Oui, d'accord, ok. Oui, t'as raison, parce que sinon ça va être chiant si non, après je le pied. Ça oui, non, j'aurais pas pas de problème avec la marée chaussée. La fusillade, elle est pas trop bien filmée, sérieux. Ouais. Bah, c'est McTiernan, quoi. Je la trouve d'une clarté folle, elle est ultra rythmée, sans en faire des caisses, tu captes ce qui se passe, tu captes où chaque coup de feu va, c'est très brillant. C'est un détail que j'adore chez McTiernan et qui fait que tu sais toujours que t'es dans un de ses films, c'est l'éclairage. L'éclairage est fou dans les films de McTiernan. T'as toujours des lumières extrêmement blanches, qui fait que l'image est toujours extrêmement nette. C'est bizarre parce que clairement, c'est de la lumière de spot qui est ultra violente, et pourtant ça fait toujours partie du décor. C'est pas choquant d'avoir une lumière aussi violente, et c'est hyper beau. Mais c'est ça. Et on est dans un presque, ils rendent le décor quasi industriel en fait, parce que les lieux où ils sont, c'est le toit qui est un lieu qui est pas fait pour être stylisé, donc on est sur une zone un peu vaguement en friche où il y a une piste d'atterrissage pour hélico, et après sinon c'est du tout plat avec effectivement des spots qui sont là, donc c'est pas du tout surnaturel d'avoir cet éclairage effectivement qui pourrait paraître extrêmement grossier comme tu le dis. En fait tout est cohérent, en fait il utilise vraiment les moyens que ces décors lui permettent d'avoir pour optimiser le tout. C'est un vrai petit orfèvre ce mec là. Ah complètement. Il a de la oui, encore une fois, tu vois, on voit Bruce Willis, du coup John McClane, qui court, qui saute, qui tire dans tous les sens. Les ennemis le suivent en le tirant dessus. Et t'as toujours donc ce fameux personnage de Carl, qui clairement est un bien meilleur soldat que Bruce Willis, qui en fait lui se dit non, je vais pas courir partout et le flinguer, je vais y aller cool, je vais le prendre par derrière, je vais le méfu. Tu vois, même là, encore une fois, ça prouve que c'est pas un super-héros et que effectivement, il doit composer avec le fait qu'il est quand même avec des mecs assez bien entraînés et surtout extrêmement bien coiffés. Ça, toujours, je trouve ça fascinant. Carl est décoiffé qu'au moment de sa mort. Hein. Oui, là, c'est un truc de fou. Ouais. Je pense que c'est, encore une fois, tu vois, il est sur le toit, tu as une odeur d'oïopholase là qui s'envole et c'est comme ça qu'il le détecte, c'est sûr. Bah oui, bien sûr. Tu sais, il fait qu'est-ce que c'est que ça? Vérité. C'était pas plutôt du pétrolane à cette époque. Oui, j'allais dire. Mais c'était quoi l'oïopholase? Pour les gens des années 80, dites-nous dans les commentaires. Les gens qui n'êtes pas sortis de ça, c'est quoi? Vous êtes de la team pétrolane ou oïopholase? Non, parce qu'en plus, l'oïopholase, c'était une crème de jour. Du coup, je pense pas que tu t'en mettais sur les cheveux. Bah après, non mais oui, mais pas sur les cheveux, mais il s'en mettait certainement. T'as vu ce beau teint qu'il a? Ah mais je pense qu'il faisait un truc à mon avis. Il mettait de la crème d'hémorroïdes sur ses cheveux ou un truc comme ça. Tu sais, il avait un truc improbable. Il faisait un shampoing œuf, crème d'hémorroïdes et foutre. Oui, bah nickel. Allez, c'est parfait. Du coup, ça faisait comme une espèce de pâte et après il l'enlevait au jet. C'était la seule solution. Il fallait 1 semaine et demie pour se laver les cheveux. Mais le résultat, mon pote. En tombant au sol. Le résultat, mon pote. Ça sentait bon, putain. Il se lavait les cheveux 1 fois par an parce que c'était trop compliqué. Putain, on est intenable, vous vous rendez compte? Mais c'est Noël. C'est vraiment, oui, mais c'est joyeux Noël tout le monde. Tout à fait. Hop là, perforas. Premier. Voilà. Il faudrait mettre la musique de Fort Boyard des énigmes. Elle est si belle. Bon, bref, il y a une séance de petites voltiges où McClane il essaie de se barrer par le conduit de l'ascenseur. Et là, on a cette espèce de plan pareil, très très iconique. Le plan Die Hard. Ouais, bah oui, c'est clair. Il sort son Zippo au premier plan, qui fait cette espèce de tête de je suis complètement paumé, je vais probablement crever. Qu'est-ce que je fous là, quoi? Et le qu'est-ce que je fous là, c'est un peu le motto. Ah oui, ben complètement. McClane, hein. Et c'est une question que je me suis posée en le regardant, c'est est-ce que vous avez en tête des films qui avaient un personnage qui était dans les conduits d'aération avant celui-là? Je pense s'il a pas lancé la mode. Je crois aussi qu'il y a un truc comme ça. Ouais. D'autant que les conduits d'aération ont pris 1m50 dans les décennies qui ont suivi. Oui. Alors que clairement, c'est pas du tout fait pour rentrer. Non, on peut pas rentrer et puis c'est pas aussi propre. Alors ce qui est génial, c'est quand il est dedans, c'est très propre et quand il en sort, il est très sale. Il est recouvert de poussière et autres, mais par contre dedans, il est très propre. Donc je pense que je soupçonne d'être déjà rentré, d'être revenu en arrière et après d'avoir filmé parce que c'est quelqu'un d'assez professionnel. Finalement. Bah oui, bien sûr. Il aime pas quand c'est sale. Le flic arrive en fait parce qu'ils sont sur le point, vraiment les terroristes sont sur le point de le pécho, de le buter, de le fumer. Ils ont repéré où il était quasiment et c'est là qu'il y a la sirène de Hal Powell qui arrive et on les prévient que attention, il y a la police, les gars, venez parce que c'est chaud. Voilà, petit Deus Ex Machina léger qui sauve la peau de McClane une première fois. Avec donc la montée en tension, là où il tient son flingue au niveau de la grille d'aération. Voilà, tu dis, justement, ça c'est cool, ce qui fait une montée en tension où tu te dis, vu la suite logique, ça va partir en cacahuète, ça va tirer dans tous les sens.
Et au final, non, justement, ce petit Deus Ex Machina qui fait que, les terroristes, là, il faut qu'ils passent à autre chose. Non, mais exactement. Sergent Powell, incarné par Reginald Vell Johnson, qui, rappelez-vous, a pas repris officiellement le rôle. C'est génial ce personnage. Mais voilà, qui a semi-repris le rôle dans La Vie de famille, dans la série des années 90. Qui est en fait il joue le rôle d'un policier dans la ville de Los Angeles, donc il ne s'appelle pas comme ça dans la série. Il s'appelle que je ne dise pas de bêtises, Carl Winslow, et c'est la série qui a offert au monde Steve Urkel. Allez, d'accord. Mais il reprend pas vraiment le personnage, mais clairement c'est voilà, et c'est une des premières séries à avoir avec le Cosby Show aussi, mais ça c'est en fait comme ça a utilisé le encore se faire cancel, c'est terrible. Ouais. Non mais là pour le coup tu vois, je vais dire un truc bien, on va se faire cancel par les gens de droite, mais du coup la série utilisait le fait qu'il soit policier à Los Angeles pour parler justement des problèmes de racisme, ce genre de choses dans la police, ou de quoi les policiers noirs étaient confrontés et autres. Donc c'était une série qui était une série comique, hein, qui passait à 20h sur la 6 comme pouvait le faire Notre Belle Famille avec Patrick Duffy ou autre, mais c'était une série où Madame est servie, mais qui utilisait pour le coup des trucs un peu plus sérieux pour parler en tout cas de sujets sérieux et importants, et c'était assez rare à cette époque. Pendant que le flic, donc Al Powell, arrive, fait un petit peu le tour, tout ça, et il fait le tour du rond-point, genre 2 fois, pour s'assurer qu'il n'y ait pas du mouvement. Tout est très calme de là où il est. Pendant ce temps, il y a un montage croisé où John le voit justement faire ça. Il balance encore une fois une vanne géniale, genre mais qui est au volant, Stevie Wonder? Ça m'a fait mourir de rire. Sa façon, il a toujours, en fait, c'est Patrick Poivet qui a cette espèce de façon d'amener les vannes qui est quand même assez exceptionnelle. Et en fait, John du coup se fait repérer par tout un groupe de vilains allemands qui commencent à le prendre en chasse. On arrive dans la salle de conférence dans laquelle Takagi s'était fait buter un petit peu plus tôt, et il y a cette fameuse scène où John glisse sous la table en se faisant mitrailler par son adversaire et finit par le buter en le massacrant. Le mec est devenu homme mental maintenant, c'est tout à fait terrible. Oui, alors en lui disant, alors ce qui est génial, c'est donc la scène, l'autre il arrive, en gros il le braque, avec l'autre qui dit pousse-toi. Alors du coup ça crée une espèce d'ambiance improbable où il se retrouve à tirer de partout, alors que clairement ils avaient gagné, les méchants. Et en gros donc il arrive à tuer encore un mec avec des cheveux incroyablement soyeux. Et avec le méchant qui se dit bon mais c'est bon, j'ai gagné. C'est le seul terroriste débile de tout le film, je pense, qui s'amuse juste à le traquer comme un lapin. Et au final lui dit la prochaine fois que t'as une occasion de me buter, la rate pas. Et en fait il le descend et lui dit mais merci du conseil. Et encore une fois je trouve ça l'idée, voilà, je trouve ça drôle. Voilà. Et c'est là qu'il voit que le flic Al en fait se dit y a rien, parce que pendant ce temps il en profitait pour rentrer voir le concierge, donc il a été remplacé par un terreau. Oui, qui est un ersatz de Schwarzenegger, mais version pas autrichienne du coup, mais allemande. C'est une espèce de sous-Schwarzy. Je trouve ça rigolo. Le mec, en fait, on dirait l'enfant de Schwarzenegger et de Huey Lewis, pour ceux qui voient la tête de Huey Lewis. C'est vraiment de Laurent de Lewis. Laurent de Lewis. Et voilà. Et en gros, le mec est hyper rassurant. Genre, merci, bonne nuit, monsieur l'agent. Si vous voulez faire un tour, n'hésitez pas, y a pas de souci. Donc, il fait vaguement son tour, il s'en va. Et une fois que McClane a réussi à buter tout ce petit monde, il voit que l'autre s'en va, il se dit non, c'est pas possible ça, par contre. Donc pas 2 fois. Ce qu'il fait, c'est que non, c'est ça. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend le corps du mec qui vient de buter et il le jette littéralement dans le pare-brise de ce bon vieux Hal, qui est obligé de se dire en fait il se passe peut-être un truc. Et du coup là il se fait canarder par tous les gars dans l'immeuble. Il essaie de se barrer en marche arrière, la voiture finit en Y dans un entrefossé. Ça n'existe pas, ne cherchez pas sur internet. mais voilà. Et donc là il appelle la cavalerie et ça y est, le film prend une nouvelle dimension. Les flics arrivent, t'as la presse qui arrive représentée par des gros connards aussi. C'est incroyable. Un avis sur ce changement de paradigme? Alors c'est surtout l'arrivée des flics de merde, parce que mais tout le monde est con. Alors voilà, c'est ce que je disais au début. En fait, c'est que toute la ville de Los Angeles est surrounded by les connards, et là pour le coup ils envoient l'élite des connards, quoi, parce que notamment donc cet acteur, celui qui fait l'adjoint au chef de la police, qu'on a vu dans quasiment tous les films des années 80, qui faisait toujours ce rôle-là, qui est une espèce de débile fini. Et mon préféré reste quand même le chef du SWAT, qui clairement, le mec continue à donner des ordres à des gens qui sont dans des états, alors on verra après, mais dans des états lamentables, avec le mec qui fait Ramirez, Colton, tu me reçois, ça va? Nous va bien, chef, mais là il est pas bien.
C'est vraiment l'arrivée des très mauvais policiers. Ah, et je trouve ça rigolo. Terrible. C'est terrible. Tout le monde est très con. Le journaliste aussi, c'est quand même une vraie pépite. C'est très drôle d'ailleurs la façon dont tout se passe. Mais il y a cette espèce de rapport à l'info en continu pendant tout ce truc-là. Je trouve ça assez cool ce que ça dit déjà sur la façon dont la presse traite les faits divers, parce que mine de rien, c'est une espèce de fait divers le truc. Et cette omniprésence sur les médias de faux experts à la merde qui viennent pour rien dire, je trouve ça assez avant-gardiste dans le propre, ou en tout cas tristement intemporel. Et le personnage incarné donc William Arterton, j'ai noté le nom parce que il jouait sensiblement le même rôle dans SOS Fantôme, et il joue toujours ce truc-là en fait, l'espèce de gros con qui est juste là en fait pour casser les couilles en fait. Il est juste là, on dirait, pour donner du grain à moudre aux autres, mais jamais à aider en tout cas à avancer. Et voilà, c'est un acteur qu'on a très souvent vu. Je vais vérifier, je pense qu'il est décédé. Regardez, il revient d'ailleurs dans Die Hard 2, puisqu'il est toujours avec ce rôle de gros con. Et je pense qu'on peut regarder, il a fait pas mal de films. Là, je regarde un petit peu en direct. Il joue dans Le Dernier Samouraï, dis donc. Allez. Mais voilà. Il a joué également dans un film que je vous conseille, qui est probablement l'un des films les plus mal notés de la carrière de Stallone, mais que personnellement j'adore, c'est L'Embrouillé dans le sac, qui est une adaptation américaine de la pièce de théâtre Oscar avec Louis de Funès. Et Stallone reprend le rôle de Louis de Funès, et c'est un film qui est très drôle. Que tu dises une phrase comme ça un jour. Non, tu sais, après Schwarzy qui a repris Thierry Lhermitte et Jamie Lee Curtis qui a repris Miu Miu, on pouvait. Hein. C'est vrai. Non, mais pour le coup, c'est vraiment. Alors, Oscar est une super pièce de théâtre. C'est donc ça se passe, et le film l'ont réadapté donc vraiment à l'américaine, mais le casting est fou. Tous les acteurs qui sont dedans sont des gens qui, en tout cas pour leur époque, sont connus pour être des acteurs, pour être des scénaristes, pour être toutes sortes de choses. C'est des gens qu'on a revus derrière. Et donc, c'est un film de mafieux. Et le film est très très drôle. C'est tout con. C'est en gros le chef de la mafia qui meurt et qui demande à son fils d'arrêter d'être un trou du cul. C'est littéralement ça. Donc c'est Kirk Douglas donc le père de Stallone, qui lui demande d'arrêter d'être un méchant. Et le film se passe 8 mois plus tard. Il a décidé de devenir un banquier extrêmement rangé. Donc il se bat contre sa nature profonde de mafieux. Tout le film se passe dans une maison. Et donc en gros, il lui arrive 1 million de trucs, parce que c'est tiré d'une pièce de théâtre, où en gros sa fille lui annonce qu'elle est enceinte alors que c'est pas vrai. Il y a un mec qui lui annonce qu'il lui a volé des bijoux alors que c'est pas vrai. Tout tourne autour d'une mallette qui est en permanence échangée. Donc un coup c'est des bijoux, un coup c'est de l'argent, un coup c'est des culottes. Et en fait toute l'histoire tourne autour de ça. Et le film est très très drôle. Et dedans, il y a Stallone, il y a Tim Curry, il y a Don Ameche qui est un acteur que vous avez sûrement déjà vu dans les années 80. Il y a Marissa Tomei qui fait Tante May dans les derniers Spider-Man, qui fait là la fille de Stallone. Donc le film il est surchargé en acteurs connus, et c'est vraiment fait comme une pièce de théâtre, et c'est très 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 drôle. Donc je vous conseille L'Embrouillé dans le sac, et également Oscar avec Louis de Funès. Voilà. Merci, c'est bien ça. Du coup, après, donc, on a parlé donc de ce chef de la police qui va enchaîner les conneries. Première étape, on balance des gros projets pour essayer de mieux y voir, mais du coup, on attire complètement l'attention d'hétéros qui vont s'amuser à tout éclater. Deuxième étape, on envoie un camion blindé pour essayer de forcer le passage. Résultat, on tombe sur des hétéros armés de lance-roquettes. Tout le monde crame, c'est une catastrophe. Et c'est là que le mec dit poursuivez l'assaut, faites quelque chose. Non, mais non, on prend feu quand même. C'est très compliqué, les enfants. Et je trouve une scène qui a justement pas une grande utilité, excepté le fait de bien se rendre compte que, encore une fois, appuyer sur le fait que c'est vraiment John McClane contre les terroristes, et que clairement c'est pas les gens dehors qui vont l'aider. Oui, voilà, et que les terroristes sont ultra équipés, ultra préparés. Oui, il y a sûrement de ça aussi, mais tu vois, cette scène, en gros, quand tu la revois, qui est très bizarre. Donc ils arrivent, il y a donc ces 3 mecs du SWAT, il y en a un qui attaque donc la porte avec un chalumeau, et les 2 autres qui sont en train de le couvrir. Tout le monde se fait dégommer, et vous regarderez bien, le gars en fait est toujours à genoux en train de découper son truc, alors que les mecs sont morts à côté de lui. Mais le mec, le mec, il est jusqu'au boutiste, il est hors de question qu'il ne finisse pas ça. C'est ça. Donc le mec continue, et après ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils envoient donc le fameux char blindé. Mais dedans, si vous regardez bien, il le dit, il y a un seul gars. Donc c'est genre juste le mec, il y va, il monte sur les escaliers et il met le char en carafe. Donc même s'ils le font pas exploser, ça ne sert à rien. Ils sont super cons. Un autre détail assez rigolo, c'est que le commandant du SWAT a quand même une tête de gentil nonos. Et après cet assaut, tu le vois tout le reste du film derrière l'adjoint du commissaire, avec un air bête avec son casque de Starship Trooper. Vraiment, le mec ne sert à rien. Ah non, le mec est venu, en 2 minutes, il a perdu la totalité de son équipe. Il dit bon, je suis là, j'y reste. C'est de la curiosité malsaine. Le ça mec. Peut être intéressant tout de même. Je raconterai ça à mes enfants. Voilà.
Mais qui, de toute façon, moi, Je écoute. pourrais dire où j'étais. Moi, J'étais mort. Moi, ce soir, bon, sauf c'était ça ou matin un film. Donc bon, on va rester là, on verra bien ce qui se passe. De toute façon, les réveillons Voilà. avec ma belle-mère, Ça ça me me fait chier, donc voilà. En plus, ouais. Le mec, et t'as ce soir, je suis en vacances. À l'année prochaine. Et là, il le descendait. Et là, c'est cohérent. Et là, c'est un beau propos. Ça me fait un peu penser au Godzilla de Gareth Edwards de 2014, je crois. Ouais. C'est ce côté, il y a Godzilla, il y a l'autre monstre, je sais plus comment, et à côté de ça, il y a tous les humains, l'armée et compagnie, qui passent sa vie à faire des plans qui seront complètement caduques tout le temps. Rien ne servira, ils seront constamment inutiles. En gros, c'est l'armée selon Godzilla dans ce film-là. Il y a ce même rapport aux choses. C'est Los Angeles, donc tu te dis qu'en soi, les mecs doivent être habitués à... Tu vois, ils sont pas équipés pour les attaques thermonucléaires ou ce genre de choses, quoi. Tu sens qu'en gros, c'est des policiers qui sont équipés vraiment pour faire des problèmes urbains. Mais là, effectivement, tout dépasse leurs compétences. Les mecs, ils débarquent avec des lance-roquettes, c'est des Allemands. Ah oui, non, mais oui. Donc, tu vois, ce genre de choses, c'est compliqué. Mais tu te dis, ouais, tu sens que les gars n'ont pas la moindre chance, en tout cas, eux, de faire quoi que ce soit. Ceux qui arrivent après auraient dû, mais bon, malheureusement, ils sont pas utiles non plus. Mais en tout cas, on sent bien que eux, c'est pas leur travail, quoi. Il y a cette séquence où John fait sauter l'intégralité d'un étage de l'immeuble avec le C4 qu'il a récupéré des terreaux. Scène hyper impressionnante qui a pour avantage d'éloigner la police, de les tenir à l'écart et en même temps aussi de dézinguer encore un petit peu de méchants. Ça, c'est plutôt cool. C'est là qu'on voit aussi qu'il y a quelques petites scènes où le lien entre Hal Powell et John McClane va se resserrer un petit peu. Ils vont échanger un petit peu sur leur vie et tout ça. C'est incroyable. Je trouve ils se disent pas grand-chose, mais la bienveillance avec laquelle il se parle, le soulagement de John d'avoir un vrai allié qui soit pas complètement con à l'extérieur, etc. Le fait d'être compris par quelqu'un, le fait d'avoir juste un tout petit soutien émotionnel. Quand tu vois le bien que ça lui fait, comment il le joue, comment c'est montré, je trouve le lien tellement Et c'est agréable très à suivre. surprenant, Il est je trouve, génial. scénaristiquement. C'est à se demander d'où ça tombe. C'est hyper chouette, mais c'est bizarre, ça vient casser le rythme. Mais c'est cool. Oui. On serait sur du Stallone ou du Schwarzy. Il y aurait un rapport de couilles, littéralement, entre lui et le gars à la radio. Et là, pas du tout. En fait, tu sens que c'est le moment où en fait les deux relâchent le truc, comme si en gros ils appelaient dans une radio de nuit, tu sais, en mode on va juste discuter. Et tu sens que Powell, c'est le seul qui essaye de comprendre en fait à qui il a affaire, et que en fait, comme ils expliquent, en gros, c'est leur instinct de flic de terrain, quoi, qui fait qu'ils arrivent à se rapidement se faire confiance. Et on le voit vite parce qu'en fait, ils se livrent un peu. Et on sent qu'aux deux, ça leur fait un bien fou. Et effectivement, tu sens qu'il n'y a pas de rapport badass mal alpha entre les deux. C'est juste deux mecs qui discutent et qui ont besoin de lâcher de la pression, en fait. Ouais, c'est les deux gars qui sont très sensibles. L'un était sensibilisé par un trauma professionnel après avoir buté un gamin sur une bavure, quoi, une vraie bavure, et l'autre est dans une situation tellement merdique où il joue sa vie à chaque seconde. Et en plus, il y a des Allemands. Que les deux, ils sont au bout du bout. Et en plus, il y a des Allemands et qui sentent le Head and Shoulder, c'est terrible. Mais les deux sont au bout du bout. Oui, on est passé Head and Shoulder, laissez-moi tranquille. Les deux sont au bout du bout, et en fait, c'est juste ça. Ils sont ultra sensibles, ils sont sur le point d'éclater émotionnellement, et ils sont vraiment là pour se soutenir l'un l'autre. Je trouve ça très très beau comme lien, mais ça me fait en fait, pour moi, ça fait juste office de rattachement émotionnel, c'est-à-dire qu'on est dans un film où il y a beaucoup d'action. À ce moment-là, on est soit sous tension, soit dans de l'action, et il faut du rattachement émotionnel. C'est assez important. Et dans tous les films, il y a ce moment de coupure où il faut reconnecter avec les personnages, tout ça, et là ça passe par ces échanges à distance. Donc c'est un moyen comme une autre. Notamment cette scène insoutenable où McClane est en train de se retirer des énormes bouts de verre des pieds, et il discute tranquillement. Tu sens qu'il souffre, mais c'est très rigolo parce que en fait McClane aurait dû faire le mec badass. Justement, il le fait pas. Il s'arrache les bouts de verre du pied en ne disant même pas qu'il est en train de se faire mal. Et t'as cette discussion très douce, très enveloppante. Exactement. C'est vraiment chouette. Et c'est là où tu vois toute l'empathie de McClane qui est assez magnifique. Oui, Thomas. juste, alors je me permets de changer de sujet pendant 3 secondes. Je voulais vous dire quelque chose quand même d'assez important qu'on n'a pas dit depuis le début, mais on n'y a pas pensé. Mais n'oublions pas que non. Écoute, ça fait 5 minutes que je cherche. N'oublions pas que les terroristes sont allemands et que donc leurs cheveux sont lavés avec du Schwarzkopf. Voilà.
Innovation. Découvrez Gliss Repairist, un nouveau programme en 3 étapes pour des cheveux jusqu'à 100% réparés par Schwarzkopf. C'est tout. On n'y a pas pensé. Mais Schwarzkopf est une. Ne te supporte plus. Et c'est totalement faux. Schwarzkopf est une marque allemande créée par Hans Schwarzkopf. Sachez-le. Ah bah, comme quoi tout se recoupe. Du coup, je pense que. Merci Thomas. Je pense qu'on a le nom de l'épisode. Hein. Voilà, ce sera John McClane contre Hans Schwarzkopf. Allez, ok. Contre les salons de coiffure, Schwarzkopf. Ah putain de merde. On a, messieurs, et là l'heure est grave, on a un nouveau point de bascule dans le film. C'est le moment où Ellis, le connard d'école de commerce, se dit allez, j'y vais parce qu'il est temps que la situation se débloque. Et là c'est une catastrophe. Là il va mettre les pieds dans tous les plats, ça va être une cata. Il va essayer de négocier avec les terroristes, mais putain le mec il est insoutenable. Donc en gros pour ça il va dire allez les gars, je sais que vous êtes embêtés par un petit con. Moi je sais qui c'est, je vous le donne le mec. Y a pas de problème. Mais du coup, vous êtes gentil avec nous? Non. Voilà, il est vraiment ultra con. Il finit par prendre une balle après avoir essayé de négocier avec John, de se rendre et tout et tout. C'est terrible. Et là, les terroristes décident de parler avec la police. Et c'est là qu'ils font des fausses demandes de terroristes à la con, libération d'otages politiques, partout dans le monde, etc. Ils inventent des noms de trucs qui n'existent pas. C'est extrêmement drôle la façon dont c'est fait. Les petits traits d'humour de Karl, justement, derrière, qui dit mais c'est quoi l'ordre mondial, je sais pas quoi, là. Je sais pas, j'ai lu ça avant-hier. Dans le Times. C'est quoi Aube dorée? Oui, voilà, Aube dorée. C'était super drôle. Et c'est là que viennent mes deux héros, Johnson et Johnson du FBI. Aucun lien. Voilà. C'est le cliché des agents du FBI qui ont le sourire à l'envers, qui arrivent en costard, en contre-plongée, tout ça, et qui reprennent le contrôle des opérations. Avec un des deux acteurs qui est quand même une bonne trogne des années 80. Oui, complètement. C'est Johnson. Non, c'est l'autre Johnson. Ah putain, c'est Johnson, oui, excusez-moi. Et qui est incarné, donc que je ne dise pas de bêtises, par Robert Davey, qui a la tronche grêlée, comme on dit, qui a une vraie tête des années 80, oui. qui faisait... ah oui, c'est du Ray Liotta corps, quoi. Qui est avec Joe Pantoliano, l'un des frères Fratelli, les méchants des Goonies. Les enfants de Mama Fratelli. Ah mais oui, mais tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. Bien joué. Je suis dans le fact-checking. Je sais que je suis là pour ça. Merci, Dr Casting. À tout à l'heure pour plus d'informations. Eh bien, on a hâte. Revenons au film. Nous avons droit maintenant à une rencontre au sommet, c'est littéralement le cas puisqu'on est sous le toit de l'immeuble. Ouais. John McClane tombe par hasard sur Hans, le méchant Hans qu'on a appris qui s'appelait d'ailleurs Hans Gruber. Le nom a été lâché. Et il tombe sur Hans sans savoir que c'est Hans. Cette scène est très très forte. Quelle tension, c'est terrible. Oh, c'est trop bien. Où Hans se fait passer pour un otage qui essayait de s'échapper. Et ça prend parce qu'il le joue extraordinairement bien. Elle est géniale. Et parce que ça, pareil, hein, c'est une belle perf d'acting, de réussir à jouer un gars qui essaie d'être convaincant en jouant un otage sous pression. Thomas, je te sens perplexifié. On a déjà assisté au fait que Ellis s'était pris une balle dans la tête et que c'était probablement la scène la plus satisfaisante de l'histoire du cinéma, je pense. Hein. Parce que en fait, les personnages sont tous un peu clichés, mais c'est le seul personnage où on sent qu'il est écrit, mais en poussant tous les curseurs au maximum pour qu'il soit à gerber, parce que c'est vraiment l'ultime sac à merde. Le seul truc par contre qui est bien et qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est qu'il ne vend pas Oli. En fait, voilà, en gros, il dit non, c'est mon pote, on se connaît depuis toujours, alors qu'ils se sont vus 10 secondes. Hein. Et en gros, il aurait pu dire ouais, je connais sa femme, machin. Voilà. Non, en fait, à aucun moment, puisque Oli, elle s'appelle Oli Gennaro, donc ils ne font pas le lien, puisque lui, du coup, Ellis vend le nom de McClane, donc ils ne font pas le lien avec sa femme. Mais par contre, quand il se prend une balle dans la tête, c'est quand même un moment divin, parce que même dans sa façon de jouer, c'est un véritable bonheur. Je me permets de revenir donc à cette situation Hans versus John, où les deux sympathisent un petit peu, ils échangent les deux dernières clopes du paquet, parce que ça clope dans tous les sens dans ce film. Ah oui. Ça m'a presque donné envie de m'y mettre. Des Gauloises. Et voilà, des Gauloises, ouais. Oui. Non, c'est pas des Gauloises en plus. Si. Ah si. Ah si, c'est complètement des Gauloises filtres. Ouais. Et il le dit, en fait, il le dit au début, il dit, je pense qu'ils sont européens, avant de savoir qu'ils sont allemands, il dit dans leurs fringues, dans leur accent et dans même dans leurs cigarettes. Il le dit au tout début du film quand il contacte. Je croyais que c'était une marque allemande du coup. Non, je crois que c'est vraiment des Gauloises. Okay. Ah oui, je reconnaîtrais ce paquet entre mille.
Ouais, moi aussi. C'était le paquet de mon papa quand j'étais petit qui trônait fièrement sur la table basse. Et puis il y a ce truc en plus du paquet souple comme ça. Je trouve que ça apporte je sais pas, il y a un côté western, je trouve là-dedans. Ouais. Et donc voilà, donc ils échangent un petit peu, ils parlent, ils se lient un petit peu tous les deux. John McClane fait ça assez facilement, mine de rien. C'est quelqu'un qui, dès qu'il prend le temps de discuter avec quelqu'un, il s'entend très vite bien. Et il a bon fond ce mec-là. Ah, en fait. complètement. Ouais, c'est un gars bien. Et donc dès qu'il s'agit de bouger un petit peu, il se dit, allez Hans. Enfin, mon cher ami, parce qu'il arrive à donner un nom qui était sur la liste des employés du bureau, parce que pas con le Hans. Et il lui dit, bon, ben, tu sais tirer avec un flingue, vas-y, tu prends ce flingue, et puis tu vas me courir comme ça. Et ils avancent à deux, et l'autre est armé, et c'est là je crois qu'on entend un message radio qui du coup le trahit. Oui, en fait c'est Hans, Et voilà. et je trouve cette scène vraiment géniale. Oui. Où en fait t'as Bruce Willis qui est au premier plan, t'as Hans Exactement. Gruber qui est juste derrière et qui donne une instruction en allemand. Et ces quelques secondes, je les trouve extrêmement anxiogènes en fait. Ah mais de ouf, parce que en plus il y a un truc, si tu l'as maté en français, il y a ce truc où il parle en allemand avec sa vraie voix. Oui, Il qui a est une voix beaucoup de plus gorge, grave, ouais. il a pas du tout la même Ouais. voix, il a une voix hyper grave. Même la magnifique. qualité du son est différente du coup. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Et il y a ce côté, il y a une bizarrerie en fait dans cette réplique. C'est Et ça. c'est là que tu dis, ah, il a un flingue maintenant, il est dans le dos de John et c'est la merde. Et ouais, il y a un côté très anxiogène. Un seul truc que je me dis, c'est que, ou alors j'ai mal vu ou mal compris, mais quand tu dis qu'il a pensé au fait de donner le nom d'un employé du bureau, en fait, c'est juste qu'il fait une technique à la Usual Suspect, non? En fait, il dit qu'il s'appelle Bill Clay parce qu'il le voit marqué sur le mur, non? Et c'est comme ça que John McClane le grille. Non. Et non, parce que John McClane le grille pas. En fait, je crois que c'est John qui a en fait, dans la mise en scène, c'est pas clair parce que tu vois John qui regarde un peu partout et on voit le plan sur le tableau Ouais. d'affichage des noms. Et j'ai l'impression qu'il est dans le champ de vision de John et pas de Hans. Ouais, tout à fait. Et en fait, ce qui le grille, Voilà. c'est qu'il donne un nom de famille que Hans avait dû retenir par je ne sais quel tour de magie, mais il donne pas le bon prénom parce qu'on voit les initiales. Et pourtant, si. Il donne le nom de famille, mais les Et initiales oui, sont non, pas les mais mêmes. je sais. Mais si, parce que l'initiale c'est W. Comme William, à savoir Bill. Non, c'est faux. Ah, je suis quasi sûr que je parie mon salaire dans ce podcast que j'ai raison. Je parie le slip de Thomas. Ah, ben, c'est Ok. pas une bonne idée parce que. Pour moi, j'ai toujours vu comme ça, justement, parce que la caméra appuie beaucoup sur ça et que c'était un truc, Ouais, justement, tout à parce fait. que dans mon idée, c'était vraiment le genre, hey, il a balancé un nom au pif, dans le doute, je vais lui filer un flingue, comme ça, je lui donne l'occasion de se dévoiler. Ouais, je sais pas. Parce qu'en gros, à aucun moment, en fait, pourquoi il lui a pas donné un flingue avant? À aucun moment, il est en mode, vas-y, viens, je te donne un flingue, on va tous les tuer. Et là, d'un coup, d'un seul, il dit, ok, je te donne un flingue, on va tous les tuer. En fait, son personnage, d'un coup, change. Et moi, pour moi, c'est plutôt genre, ok, il est en train de me la faire à l'envers, on va checker. Donc, je lui file un flingue et je me mets volontairement dos à lui. Pour lui laisser complètement la chance de se dévoiler. Et c'est exactement ce qu'il Ok. fait. J'ai toujours compris cette scène comme Bah, ça me paraît cohérent parce que sinon, effectivement, on est sur de l'instinct pur. Mm. Et bon, c'est un peu moins, ça tient un peu moins debout. Mais bon, ben, je me fie à cet avis. Ça, ou peut-être il faudrait fact-checker avec la scène du début, quand il cherche le nom de McClane, et après il va Ouais. chercher le nom de Gennaro. Est-ce qu'il voit pas quelque chose à ce moment-là ou... Peut-être, ouais. Peut-être. C'est vrai qu'il y a, Sûrement. pareil, il y a un accent qui est mis sur, Ouais, pareil, sur- cette merveilleuse scène ouais, qui sur- permet simplement de montrer les rapports dans le couple, Mm. juste en cherchant sur un écran tactile. C'est ça. trop fort Ouais, aussi, mais bon, ouais, bref. Ouais, c'est trop Mais fort. après, c'est un plaisir de ce film-là et de cette époque-là. Je veux pas faire un c'était mieux avant, mais je pense que les films sont beaucoup plus efficaces maintenant. Les scénarios sont beaucoup plus ramassés, il y a beaucoup moins de détails. Et je trouve ça vraiment extrêmement agréable d'avoir autant de petits détails, autant de finesse dans l'écriture, alors que finalement, on traiterait les choses beaucoup plus vite maintenant. Même Oui. si- Oui, mais je crois que c'est pas ça- une histoire d'époque, c'est vraiment une histoire d'auteur. Ouais. Peut-être aussi, ouais. pense. Mais Je je pense que, comme tu dis, en fait, il y a beaucoup de scènes où le film prend beaucoup de temps. Et en gros, quand tu le regardes avec des yeux de 2023, il y a beaucoup de moments où le film, t'as l'impression de dire, allez, on enchaîne là, il faut bourriner. Moi, je suis pas là pour perdre mon temps. Et tu te dis que ce film sortirait aujourd'hui, t'enlèverais 30 minutes de film. Je pense qu'il y a plein de scènes qui n'existeraient plus, ça tirerait Tout à plus. fait. Là, le film prend Tout à son fait. temps, en fait. C'est vraiment pas Ouais, c'est Bruce ça. Willis contre les terroristes, c'est juste Bruce Willis qui attend patiemment que quelqu'un lui donne un coup de main, en gros. Voilà, qu'au c'est final, ça. il y a- C'est voilà. survie en attendant les renforts. C'est ça, c'est pas lui qui va chercher les terroristes, c'est les terroristes qui le retrouvent sans faire exprès à chaque fois. C'est ça. C'est une remarque que je me suis fait en lançant le film et qui va complètement dans ton sens, Thomas. C'est que quand je l'ai lancé, je me suis dit j'en ai pour 1h30 et j'ai vu qu'en fait non, il dure 2 heures. Et c'est assez long pour ce Surtout à genre l'époque. pour ce genre de film qui a un pitch assez ramassé en fait. Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. C'est effectivement une idée très simple. Pas révolutionnaire pour un sou, mais une idée très simple. Et par contre, elle est menée avec une maestria qui est folle. Qui est vraiment folle. Et d'ailleurs, je pense que Hans, en parlant de petits détails, je me suis jamais demandé ce qu'il disait, mais au final, je pense qu'il dit vous pouvez me rejoindre au niveau du toit parce que je l'ai avec moi et là, il va mourir. Il se met à braquer John qui capte quand il l'entend parler en allemand derrière lui. Il a cette espèce de regard ultra flegmatique de bon, maintenant je suis dans la merde, comment je vais m'en sortir? Donc il se retourne très lentement et voilà, et il parle avec Hans qui du coup a tombé le masque simplement en parlant à la radio. Voilà, donc une passe un peu de western et compagnie. Et là, on apprend que dans le flingue, il n'y avait pas une balle et que John, voilà, du coup, il s'est un peu foutu de sa gueule. Il reprend le dessus, sauf que l'ascenseur arrive, les terreaux sont en surnombre et là, il se barre en courant dans la panique la plus totale et il essaie de survivre. Et puis c'est là qu'il y a le plan de Hans qui dit il est pieds nus, donc vous avez qu'à viser les vitres. Comme ça, il fait un terrain miné, une idée de génie. Parfaitement mise en scène aussi, où tu les vois tous se donner à cœur joie, ça tire dans tous les sens. Sur cette scène, alors c'est typique des années 80 et j'adore ça. Et c'est quelque chose qui s'est vachement perdu, mais qui a pas existé très longtemps, mais tu le retrouves un peu dans les années 90. Au moment où il tire dans les vitres, il y a ce bruit d'armes qui a un son très tubulaire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qu'on retrouve qu'on retrouve. Alors, est-ce que vous voyez le bruit de l'arme à feu de Ripley dans Alien, qui a ce bruit très. Il a un son très typique. C'est pas un son en mode. C'est vraiment un son qui vit énormément. Et j'adore Je crois que je vois ce que tu veux dire. Le sound design des armes. Ouais. T'as vraiment l'impression, tu sais, comme quand tu fais le con, par exemple, tu parles dans un rouleau de sopalin, ça modifie ta voix, rien de plus. Et là, c'est la même chose. En gros, on a l'impression que tu sais qu'il y a un effet de Doppler, mais qui tire dans une petite caisse de résonance. Et je trouve qu'il y a un son qui est hyper agréable à entendre et qui sort justement. Tu vois, il y a beaucoup de films des années 80. Si tu prends ou même 70, tu prends un film comme l'Inspecteur Harry qui a amené ce bruit du flingue qui fait littéralement bruit d'un canon, mais d'un vrai canon pour le coup, d'un explosif. Et là, dans les années 80, t'avais plus ce côté. Les armes ont des signatures sonores. C'est-à-dire que le son de l'arme des gentils fait pas le son de l'arme des méchants, même s'ils ont le même flingue. Vous remarquerez. Genre là, en fait, sur la fameuse, il y a une fusillade sur le toit au début. En fait, en fonction de qui il tire, même si c'est juste un truc où tu vois péter des morceaux de verre et des feuilles voler, tu sais qui a tiré par le son. Et je trouve ça captivant de voix, en fait. Ouais, voilà, vraiment. Et c'est un truc très années 80 qu'aujourd'hui c'est perdu. Et pour moi, on essaie d'être beaucoup plus proche d'une réalité des voilà, soit d'en faire des caisses, soit d'essayer d'être réel. Et pour moi, c'est un truc qui a complètement pris toute son ampleur maximale dans Hit, qui a la scène de fusillade la plus dingue de tous les temps, qui est incroyablement sonorisée. Et voilà. Et vous regardez juste cette scène, écoutez bien le bruit des flingues, et je trouve ça génial. Et écoutez le bruit du flingue de Helen Ripley, vous verrez qu'il est très il est aussi charismatique même que Ripley. Ouais. Il est vraiment reconnaissable entre mille. Voilà. Et ça, c'est beau. D'ailleurs, en parlant du bruit des armes, il se trouve que John McClane finit par ne plus avoir de balles, son chargeur se vide, parce que malheureusement, il ne lui restait manifestement que 830 munitions, ce qui reste un problème. Parce que cette scène, en fait, il a plus de balles, lui, que l'intégralité des terroristes qui lui tirent dessus. Oui, ouais. Je faisais la réflexion, la dose de bastos qu'il envoie dans cette scène, il ne s'arrête pas. Ah ouais. C'est terrible, il en balance une trentaine par plan, et c'est que du champ contre champ, on le voit 17 fois, donc c'est tout à fait terrible. Tu sais, tu pourrais faire la vanne, tu sais, parce qu'à un moment, il vide son chargeur, il regarde, il a plus que 2 balles. Et en fait, tu peux refaire cette scène, tu fais la vanne, il vide son chargeur, il a une brouette de balles, il fait merde, il m'en reste plus que 830. Exactement. Et donc il se retrouve obligé du coup de fuir puisqu'il n'a plus du tout de munitions et il est obligé de fuir dans le champ de verre. À partir de là, ses pieds, c'est du sauter de veau, les gars. C'est fini. C'est lié big le truc, c'est une catastrophe. Il est mi-homme, mi-hachi Parmentier. Exactement. Et donc, à ce moment-là, il se passe un truc incroyable. Le FBI se dit, on va reprendre le contrôle de la situation, vous me coupez le courant dans cet immeuble et on y va, les gars. Et ben, cool, c'est parfait. Les terroristes n'attendaient rien de mieux que ça pour qu'on coupe le courant dans l'immeuble et donc qu'ils fassent sauter eux-mêmes la dernière serrure, la fameuse serrure électromagnétique, qu'ils n'allaient pas pouvoir passer eux-mêmes. Et donc, ça y est, ils ont accès à leur pactole et c'est incroyable. Et c'est le 32e fusil de Tchekhov. Voilà, exactement. C'est du préparation-paiement dans tous les sens, c'est sublimement technique. Avec cette scène géniale où quand ils ouvrent le coffre, ils rentrent et t'as une musique de Noël, comme s'ils ouvraient leur cadeau. Oui, mais oui, mais c'est exactement ça. Hyper bien fait. C'est l'hymne à la joie de Beethoven.
Oui, mais il y a un côté très Noël. Tu vois ce que je veux dire, dans la façon dont elle est montée, je trouve qu'il y a vraiment ce côté, c'est le matin de Noël, on a réussi à... C'est dans la continuité et j'aime beaucoup cette scène. Exactement. Elle est magnifique. Et c'est là que McClane, du coup, retourne en gros sur les lieux où il avait rencontré Hans parce qu'il se dit, qu'est-ce que tu foutais là ? Parce qu'au final, c'est ça, pareil, c'est assez cohérent. Il le rencontre, quand il capte qu'en fait il est méchant, il s'est passé du temps, et au moment où il capte qu'il est méchant, il y a une fusillade. Donc il a plus le temps de se poser la question de pourquoi il l'a rencontré là, en fait. Et quand il est au calme, là il se la pose la question, il retourne voir, et c'est là qu'il voit un océan d'explosifs sous le toit, il se dit, ah d'accord, leur plan il pue du cul, parce que ça va nécessiter à un moment donné de tout faire sauter, et ça pue. Et donc du coup, c'est là qu'il tombe sur le fameux Karl, le grand blond avec une mitrailleuse noire, et qui a un enchaînement de... Enfin, c'est une nouvelle baston, et là, pour le coup, il en prend plein sa gueule. C'est John McClane façon sauce gribiche, et ça, c'est assez incroyable. De la tête aux pieds, là, pour le coup. Ah non, mais c'est terrible. C'est vraiment, mais c'est... Il est dans un état, le pauvre, c'est incroyable. Donc voilà, il finit par le pendre avec des chaînes, parce que rien de mieux... Et alors, c'est d'une violence. C'est d'une violence. Sans nom. Mais pas suffisant, on y reviendra. Pendant ce temps, tous les otages sont amenés vers le toit, vers là où les hélicoptères envoyés par le FBI, lourdement armés, vont les rejoindre. Et le toit que l'on sait maintenant piéger. Oui. Cette scène où on voit un terroriste asiatique, voilà, qui est un acteur, mais alors ultra typique des années 80, qui a joué dans 160 000 films, qui je pense, tu peux faire la liste, il s'est fait tuer par toutes les action heroes de l'époque, et je trouve ça génial, et qui du coup a joué dans vraiment beaucoup de films, et qui a joué dernièrement, j'ai découvert ça hier et ça m'a beaucoup fait rire, il a également joué en 2014 dans un film qui s'appelle Awesome Asian Bad Guys, et je trouve l'idée géniale, parce que je veux que ce soit lui sur l'affiche, parce qu'entre lui et Bolo Young, le méchant de Bloodsport, je pense que c'est quand même les deux asiatiques les plus représentatifs des méchants de années 80. Et je regarde, il a également joué dans l'Agence Touriste, MacGyver, Riptide, le Rebelle, dans Hooker, Equalizer, le mec les a tous fait. Et il joue aussi dans 24. Et il fait un Kung Fu Master dans That 70 Show. Ce mec a totalement réussi sa carrière. De ouf. Et comme c'est les années 80, il avait un doublage raciste d'un bout à l'autre. Oui, toujours. Ouais. Alors soit il parlait pas, soit c'était raciste. Là, j'ai pas l'impression. Ouais, ou alors il parle pas. Et par contre, très bonne nouvelle, il est toujours vivant. On l'applaudit. Il a aujourd'hui 71 ans. Et il est en pleine bourre. Voilà, sachez-le. Et j'adore ce mec, quand tu vois sa gueule, tu sais que t'es dans un film des années 80, il a joué dans L'Arme Fatale, il a tout fait. J'adore ce mec. Ça, il est exceptionnel, c'est vrai que sa tronche, c'est 100% un film d'action années 80. C'est ça, tu sais c'est génial. Il y a Apocalypse Now, chez le FBI. Oui, c'est vrai. Avec ce truc vraiment à 100%, hein, il est dans son hélico avec sa mitrailleuse, il est là, ça me rappelle Saigon, pas toi, je sais pas, j'étais au primaire, connard. J'étais au lycée. Oui, c'est ça, j'étais au lycée, connard. C'est très très drôle. Oui. Et du coup, en fait, c'est là que John voit tous les otages aller vers le toit et se dit, ah mais non, ils vont tout faire sauter, donc barrez-vous. Il essaie de les faire se barrer, il tire en l'air pour les intimider et les pousser à faire marche arrière. Et là, les gros cons du FBI qui voient, qui est là, oh, il y a un terroriste, il va les buter, il faut le buter. Donc là maintenant, il essaie d'échapper à un hélicoptère, c'est tout à fait terrible. Il saute en rappel avec une lance à incendie pendant que le toit est en train d'exploser pour essayer d'atteindre un autre étage. Pareil, qui est une scène extrêmement iconique de Piège de Cristal, hein, cette scène-là où il saute avec sa lance en incendie ou en disant qu'est-ce que tu fous, John ? Allez, qu'est-ce que tu fous ? Bon, tu me promets de pas mourir. Et ce serait repris un peu dans Matrix, que ça me surprendrait pas. Oui, c'est pas faux. Tout à fait. Toute cette phase, franchement, ça y ressemble très très fort et il y a pire comme inspiration. Il faut l'admettre. On finit par arriver à la confrontation finale. On arrive à la fin du film. La confrontation entre John et Hans. Et là, il y a ce truc de putain, il me reste que 2 balles. Et le fameux, il lui reste pour le coup vraiment que 2 balles. Et il voit du scotch de Noël. Et donc, on ne sait pas ce qui manigance, mais c'est un plaisir. Il garde sa mitrailleuse qui n'a plus de balles. Et là, il va à la rencontre de Hans, qui lui a chopé donc Holly, parce qu'entre temps, il a capté que c'était la femme de John. Et donc, il s'est dit, j'ai ma monnaie d'échange ultime. Il chope Holly. Et là, il y a la fameuse prise d'otage de tu peux pas me buter, tout ça. Ouais, avec une entrée en scène de McClane qui est juste géniale. Tu le vois arriver. Il est tout pourri. Il laisse des traînées de sang partout. Il pousse un hurlement de bête en arrivant. Ouais, quand il a... Hans, il crie Hans, il est incroyable.
Même moi, tu sais, quand tu dis, oui, t'arrives, il vient de se prendre une balle dans l'épaule, il a les 2 pieds en sang. Et ce qui est rigolo, c'est que t'as un contre-jour, donc on le voit pas vraiment. Oui, ouais. Il est vraiment, il est vraiment éclairé par l'arrière, c'est incroyable. Et si tu regardes bien, en fait, le sol, au niveau de ses pieds, t'en as un qui dessine vraiment la gerbe de sang qui dégueule de ses yeux. Il est dans un état, mais lamentable. Et encore une fois, il lui reste 13 millilitres de sang, je pense. Ah ouais, non, mais là. Ouais, quand les mecs, ils vont nettoyer l'immeuble, ils vont retrouver des morceaux de John McClane partout, hein, parce que. Ah ouais, non, mais c'est terrible. C'est terrible. Et par un tour de passe-passe, il arrive à le bouger, il le fait passer par la fenêtre. Il y a une petite anecdote, encore une fois, assez marrante, puisque donc Hans Gruber se retrouve dans une espèce de plan pareil extrêmement iconique, pendu par la fenêtre à John qui le retient, et voilà, avec la montre. Et John le retient, il est pendu, donc c'est un ultra ralenti où tu le vois avec une tête légèrement paniquée, et en bas tu vois donc tout le sol, quoi. John le lâche, Hans tombe et s'effondre du haut de l'immeuble. Et c'est là qu'il meurt. Mais il y a une petite anecdote, en fait, c'est que ce lâcher est au ralenti. Et en fait, il se trouve que, je sais plus si c'était Bruce Willis ou John McTiernan qui lui tenait la main. Et la réaction qu'on voit dans le film, c'est vraiment la réaction d'un mec sujet à un immense vertige, qui est lâché de 8 mètres de haut sans avoir été prévenu. C'est assez savoureux. Regardez la scène en sachant ça lui donne vraiment une authenticité. Ah oui, parce que tu vois en fait que tu sais dans ses yeux, même ce qui est cool, c'était avec le ralenti, on le voit ramener son flingue et où en fait au moment où il lâchait, tu sens qu'en fait cet objet ne l'intéresse plus du tout. Qu'il se chie dessus. C'est un homme sujet à la mort en fait. Le mec, vu comment il est fou depuis le début, Gruber, il pourrait dire vas-y tant pis dans un ultime truc, je le fume avant de mourir, mais non, tu sens qu'à ce moment-là. Non, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Et donc voilà, et donc après John redescend avec Holly. C'est un plat cuisiné maintenant, McClane. Ah oui, c'est terrible, c'est vraiment c'est du William Saurin les gars. Et donc il descend avec Holly et là en bas petite scène très très émouvante où il retrouve Al Powell, son copain. Ils se reconnaissent tous les deux, ils se font un immense câlin. Là pareil, on n'est pas du tout dans un cliché masculin ou quoi que ce soit. Non. C'est un vrai câlin de 2 bonhommes qui se tombent dans les bras. Ouais, c'est ça. Et qui sont trop heureux de se voir, ils en pleurent presque. Enfin c'est trop beau quoi. Le mec il lâche sa femme pour aller faire un câlin à son nouveau copain. Je trouve ça super. Et là, il y a le teuton increvable, notre ami Karl qui se relève et qui... Alors, je ne comprends pas cette scène. Le mec, il était pendu à une chaîne, il se retrouve en bas dans les décombres, donc ça veut dire qu'il y a eu chute à un moment donné. Le mec il se relève bien en canne avec sa mitrailleuse. Une scène à laquelle il se fait lui-même référence, John McTiernan, parce que c'est devenu un cliché, enfin pas un cliché mais une espèce de blagounette du cinéma d'action, en fait ce côté il est mort mais en fait non. Et il se fait une auto-ref dans Last Action Hero, John McTiernan, où en gros il lui dit ouais mais on devrait vérifier qu'il est pas mort machin. Il dit ouais dans ce film il y a ça, dans ce film il y a ça. Et regarde dans Piège de cristal il y a un mec il est pendu et à la fin il en revient. Et en fait même là, même lui en fait a dû se dire avec le recul ouais c'était marrant mais elle est inexplicable en fait cette scène parce que absurde. Personne n'a de super pouvoir dans ce film et d'un coup d'un seul on sait pas pourquoi lui. Et j'ai essayé de regarder parce que quand les otages redescendent justement du toit, s'il était pas dedans, on le voit en fait quand ils redescendent, il est accroché, il est encore pendu et ils passent tous devant lui. Parce qu'il y a un plan on le voit dans le coin de l'image et on voit les otages passer devant. Et je me suis dit est-ce ils ont pas fait un truc où genre tu vois une main qui bouge ou un truc comme ça. Non il est décédé à ce moment-là, il a aucune chance d'être décédé et en haut de l'immeuble. Il faut tendre l'oreille. Si tu tends l'oreille, t'entends Ah peut-être ouais. Ou t'entends ses cheveux qui c'est ça qui retiennent la chaîne en fait. Grâce à la puissance de Schwarzkopf, il est accroché par les cheveux. C'est peut-être ça. Et va savoir si ça se trouve c'est ça en fait. C'est pour ça que depuis le début ils appuyaient à mort sur le fait qu'ils aient tous des beaux cheveux longs et soyeux. Mais de ouf, en fait le mec il a juste des cheveux parce qu'il fait la guerre aux cheveux secs et cassants. C'était avec qui? Avec Claudia Schiffer du coup, je crois, je sais où. Je déclarais la guerre aux cheveux cassants et aux pointes sèches. C'est pas Cindy Crawford. Je déclare la guerre aux cheveux secs et cassants. Je cherche. Je fact-check en direct. Je crois que c'était Cindy Crawford. Ouais. Non, mais voilà. Et en fait, du coup, cette scène-là, ce truc-là n'a qu'une seule utilité. C'est de faire reconnecter Al Powell avec son instinct de flic qui peut tirer sur des gens. Parce qu'en fait, il expliquait qu'après avoir buté quelqu'un, il pouvait plus servir de son arme, il était traumatisé, avoir tué un gosse. Et en fait, là, c'est lui qui va sauver le jour en tirant quelques balles de son gros magnum sur ce belligérant.
Alors, deux choses. Effectivement, c'était bien Claudia Schiffer, apparemment. Et Merci. autre chose, en fait, dans cette scène, clairement, c'est le moment où Allen, qui grâce à la NRA, retrouve l'usage de son pénis. C'est comme ça que tu vois le mec, Sans pouvoir. Alléluia, j'ai une érection et je viens d'éjaculer. Oui. C'est l'impression que la NRA m'a sauvé la vie. Et tout ce qu'il m'a fallu pour ça, c'était un gros câlin avec un bonhomme. C'est ça, exactement. Il a fallu que j'ouvre à mon côté homosexuel pour pouvoir enfin Ouais, c'est retrouver ça. l'usage de mon pénis. C'est beau, c'est beau. Homo sensible, quoi. Et Ça, buter c'est du beau, teuton. J'adore. C'est Bien ça. sûr, buter un teuton. Et encore une Rien fois. de mieux pour se remettre en canne. Mais voilà. Pour Noël, c'est quand même un beau cadeau. À Noël, on t'offre un teuton, vous la battez en famille et tout le monde, et ça réglera Et bien des voilà. problèmes familiaux. Mais c'est bien sûr. sûr, bien sûr. Bisous à nos amis, à nos auditeurs allemands, bien entendu. À partir de là, fin du film. Sinatra, plaisir, bonheur. Un avis? Un avis? Ouais. Sur qui? Sur Oh là la là. fin, la Sinatra, le plaisir ou le bonheur? Mais tout, donnez-moi tout ce que vous avez, les gars. C'est le moment de lâcher les vannes. Bah, McTiernan, c'est vraiment... ça m'a fait plaisir de le revoir parce que ça fait longtemps que j'avais pas revu un McTiernan et c'est vraiment un de mes réalisateurs préférés. Tout est merveilleux chez lui. Exactement. On l'a dit tout du long, les scénarios, les personnages sont tarés. Et c'est... même si c'est quelqu'un qui fait des films d'action, on en avait parlé dans le premier épisode, les films qui vous font aimer le cinéma. Et moi, dedans, il y a Predator. Où, pareil, ouais. voilà. Avoir vu ce film quand j'étais gamin, pour moi, c'était juste un truc dans la jungle avec un gros strum. C'est un gros actionneur à la con, mais en même temps avec toute l'intelligence qu'il faut pour bien le faire. Et McTiernan, c'est exactement ça. J'ai vu quelqu'un qui a analysé sa façon de filmer. Je crois que c'est une petite vidéo de Télérama qui montre la finesse de son travail. Il y a une scène où t'as Powell qui est en bas, qui parle à McClane, et t'as Hans Gruber qui est entre les deux. Et en fait, McTiernan a construit ses plans de manière à ce que ça soit fluide. Donc tu vois le Powell qui regarde en haut, tu vois McClane qui regarde vers le bas, et tu vois Hans Gruber qui a un regard qui est entre les deux. C'est vraiment du détail de fou. C'est ce qui fait que quelque chose qui semble très simple, en fait, est juste absolument brillant d'un bout à l'autre. C'est ça, ouais, exactement. Et que tout est millimétré, en fait. C'est vraiment du travail d'orfèvre, hein, comme je disais, même pour l'écriture. Mais On disait pareil, tu vois, pour revenir sur Predator, quand on parle du fait que effectivement John McClane n'est pas un super héros, qu'il est capable d'avoir des émotions et autres. Et en fait, c'est la même chose dans Predator. En fait, justement, il appuie sur le fait que c'est tous des badass et que le seul qui, au final, au moment où il comprend que c'est pas en jouant les bourrins, mais justement en essayant de se servir un peu de sa tête, qu'il arrivera à vraiment combattre le monstre, que justement il s'en sort un peu. En fait, tous les bourrins sont déjà morts à ce moment-là, et c'est vraiment sur ça qu'il appuie. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le dernier Prey qui est sorti sur Disney+, parce que justement c'est vraiment sur ça que ça appuie, sur le fait que elle est pas du tout bourrin, cette jeune fille. Justement, elle réfléchit un peu plus loin que le bout de son nez, et que c'est comme ça qu'elle arrive à les combattre. Et justement, c'est ce que je pense le réalisateur a compris aussi en tout cas de la fin de Predator, à partir du moment où il comprend que quand il est dans la boue, il est invisible, parce qu'il réfléchit un petit peu, en fait. Et je trouve ça génial d'avoir sorti Schwarzy, qui en 87 ne faisait que des rôles de bourrin, hein. Il a fait Commando et autres déjà à ce moment-là, ou Le Contrat et autres, voilà, c'est ça. Il a fait que des rôles de bourrin, et il le sort un peu, bon, même s'il reste toujours dans ce trope du mec un peu bourrin, mais il le fait réfléchir, et je trouve ça génial. Non, mais d'ailleurs, Prey est excellent, d'ailleurs. Ouais, vraiment, c'était un très bon film. Ouais, c'était chouette. Ouais, c'était excellente surprise, ouais. Et voilà, McTiernan, c'est monstrueux. Voilà, le premier Die Hard, le deuxième Die Hard, Predator. Le deuxième, c'est lui. Troisième. Non, le troisième. J'ai dit deuxième. Le troisième, ouais. Le troisième, à la poursuite d'Octobre Rouge, c'est des films. Et Last Action Hero, qui est juste mais sidérant, qui est génial. Génial. Il faudrait vraiment que je revoie ce film. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. J'ai plus aucun souvenir, en fait. Last Action Hero, c'est vraiment un film qui devrait être montré quand tu sais dans presque, peut-être pas dans des écoles, mais tu sais que ça devrait être un cas d'étude en tout cas, parce que tu te dis que ce soit Schwarzy, que ce soit les gens qui interviennent dans le film, parce que t'as quand même Anthony Hopkins, t'as Charles Dance, t'as à la fin t'as Schwarzy qui se fout vraiment de sa gueule. T'as quand même ils arrivent à faire des blagues plus ou moins avec Stallone, alors qu'à l'époque ils se détestaient. T'as Van Damme qui se moque de lui. C'était une époque où ces mecs étaient quand même en méga pleine bourre, et ils ont trouvé le moyen de se foutre tous de leur gueule et d'en avoir fait un film qui il marche de fou, ce film, il est incroyable. Non, mais, il est fou, je trouve ça dingue que ce film ne soit pas plus étudié. Mais c'est pour ça qu'en fait tu regardes sa carrière, ce mec a quand même une carrière extrêmement longiligne, hein, jusqu'au 13e guerrier. Du coup, j'ai vu au cinéma, j'ai pas trop aimé. Et tu l'as pas revu depuis ? Je crois que je l'ai pas revu littéralement depuis l'époque, donc ça fait beaucoup. Ouais, moi je me le refais régulièrement, on n'est même pas une fois par an, mais je me le fais de temps en temps.
Et là, mon dernier visionnage date de quelques mois, je le trouve vraiment, mais pareil, hein, brillantissime dans la façon qu'il a de monter une tension autour de mystérieux adversaires en fait dans ce film-là. Je trouve ça génial, et le temps qu'il prend à installer justement tout le lien qu'il va y avoir entre la troupe de guerriers et ce ressortissant là qui vient de nulle part en gros et qui va rejoindre le truc et réussir à s'intégrer par son esprit et en même temps par sa combativité et tout ça. Enfin, je trouve le film mais brillant vraiment. Mais ouais. Et donc il mériterait un petit revisionnage, je pense. Je pense, ouais. Après, il avait fait Thomas Crown que j'ai vu, pareil, que j'ai pas trouvé terrible. J'ai bien aimé. Ouais, tu vois. Bien aimé parce que c'est un très bon film, et pour la référence à l'affaire Thomas Crown, qui est un film iconique des années 70 classique, qui vaut le coup d'être vu, quoi. Après, il a fait Rollerball, que je vous conseille de voir, surtout après avoir vu le Chroma de Karim Debache, qui est consacré. Surtout ça. Parce que toute cette histoire Pélicano est absolument fascinante. Ça permet j'allais venir là-dessus, de dire, il y a eu une affaire quand même assez folle. Extrêmement intéressante. Voilà, et Karim Debache dégrossit vraiment bien le sujet dans son épisode sur Rollerball. Je veux pas me la péter, mais j'ai également écrit dessus. Parce que j'ai écrit sur le blog de Marvel. Oui, tout à fait. J'ai écrit sur Piège de cristal, et j'y reviens un peu parce que c'est une histoire intéressante quand même de se dire que la quasi-totalité d'Hollywood a été impliquée dans cette histoire et que c'est le seul mec à avoir fait de la prison pour une raison débile. Et c'est absolument génial comme histoire. Il a quand même fait 1 an de prison, ce qui a quand même, je pense, sacrément entériné sa carrière, et la sortie de Rollerball. Si j'ai bien compris, il a un gros projet en route. Il va faire un grand retour. Apparemment, il préparait un film qui s'appelle City Foxtrot avec Uma Thurman et Travis Fimmel, qui serait un film d'action futuriste, mais qui a été annoncé en 2019. Et pour le moment, on n'en voit pas trop poindre. Ouais, mais il y a des productions qui peuvent prendre. Oui, après, ça reste quand même McTiernan, hein, donc je pense que. Après, il a quel âge, le bonhomme ? 72 ans. Donc. Tu vois, Coppola qui est sur son prochain film depuis je ne sais combien d'années. Metropolis depuis 40 ans, je crois. Ouais, à peu près. Il a commencé à travailler dessus il y a 40 ans. Ouais, donc c'est pour ça. Donc voilà, il avait fait Basic, qui est donc officiellement son dernier film, que lui par contre je trouvais pas mal du tout. Alors c'est pas du grand McTiernan, mais le film est pas mal. C'est avec Travolta et Samuel Jackson sur en gros c'est des militaires qui sont envoyés en guerre, en manœuvre. Non, ils sont en manœuvre en gros. Et il y en a un qui va mourir. Et tout le film est une enquête pour essayer de savoir pourquoi il y en a un qui est mort pendant le truc. En gros, c'est une enquête de la police militaire. Donc un peu dans l'esprit des NCIS ou ce genre de... Je crois que c'est ça, c'est NCIS qui est sur la police militaire. Et c'était le dernier film qu'il a fait. Et ensuite, il est parti en prison. Il n'en a pas fait d'autres derrière. Ah ouais, il a rien réalisé depuis ça. Non, depuis 2003, donc il n'a pas fait de film. Il a été complètement blacklisté, ce pauvre. Ah oui. Alors que c'est quelqu'un qui a les épaules d'un Fincher ou d'un Spielberg. Enfin, voilà, c'est un réalisateur fondamental. Ah oui, non mais carrément. Le mec a largement prouvé c'était un grand. Le mec a quand même. Si Hollywood est chaud pour cancel des gens, vraiment, oubliez pas, il y a Polanski, les mecs. Hein. Woody Allen aussi. Woody Allen aussi. Non, mais allez-y. Donc non, mais même en plus je crois c'est quand même un réalisateur. Enfin, tu te dis dans les années 80, tu penses à qui ? Bon, Bertrand va vomir, mais tu penses à Tony Scott, tu penses John McTiernan, enfin Spielberg. Il est dans la liste quoi qu'on en dise. Donc parfait. Est-ce que ce serait pas un magnifique mot de clôture ? Complètement. Probablement. Complètement. Ouais, voilà. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. J'ai passé un putain de super moment. Je sais pas si c'est votre cas aussi. Toujours. Complètement. Toujours. Complètement. Voilà. Et vous, les auditeurs et auditrices Et voilà, j'en étais sûr. Moins de bruit, par contre, les gens sont. Oui. Du coup, est-ce que ça serait pas l'occasion d'annoncer le prochain film dont on va parler Donc, le prochain film, ça devrait être... Bonne soirée à tout le monde. Et joyeux Noël. Et joyeux Noël, bien sûr.